je vais te laisser la parole pour que tu te présentes justement. J'ai mis Chaperonnerie TV à côté de ton prénom parce que tu fais aussi de ton côté de la production sur Twitch où tu parles de géosciences. Mais voilà, qui es-tu, Guillaume, déjà notre expert ce soir? Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver aujourd'hui à vouloir parler d'éruption islandaise sur ce stream? Oui, parfait. Merci encore Robin pour l'invitation. Merci à toi, surtout. Donc, je suis vulcanologue de formation. Je travaille plus sur les volcans maintenant. Je me suis reconverti. On pourra en parler brièvement après aussi du pourquoi du comment. Mais donc voilà. Donc je suis passionné de volcans comme beaucoup de gens depuis très longtemps. Et quand j'étais au collège, j'ai eu une idée à la con qui était pourquoi pas faire vulcanologue. Et mon père m'a dit passe ton bac d'abord. Donc j'ai passé mon bac et il m'a fait t'es sûr tu veux pas faire informaticien comme tes frangins? Je fais non. Donc je me suis lancé, j'ai essayé, j'ai eu la chance de rencontrer de bonnes personnes, des personnes super intéressantes qui m'ont permis, ce qui fait que je suis allé à Clermont-Ferrand, à l'université Blaise Pascal, là-bas, faire la fin de mon bachelor et faire mon master en volcanologie, puisqu'on a le laboratoire Mamac Volcan qui est basé à Clermont-Ferrand, qui est le plus grand centre en termes de volcanologie. Alors maintenant, on a d'autres centres qui existent aussi, notamment à Paris avec l'IPGP, qui est aussi très très gros et qui gère tout ce qui est observatoire volcanologique notamment. Et donc après mon master, je suis parti au Canada faire mon doctorat sur les volcans à activité persistante, c'est-à-dire des volcans qui ont des activités sur des décennies, voire plus. Et comme ça, j'ai eu la chance de pouvoir voyager notamment sur le Nicaragua avec le volcan Masaya ou l'Indonésie avec le volcan Kawajan, où j'allais chaque année. Et c'était un vrai bonheur. Puis après ça, vu que toutes mes études étaient portées sur la relation eau, circulation des eaux chaudes, création des eaux chaudes dans les volcans, je me suis orienté sur la géothermie, parce que je trouvais ça très intéressant, et notamment sur la géothermie profonde en milieu non volcanique. Je me dis tiens, je vais aller découvrir d'autres choses. Et comme ça, je suis arrivé en Suisse pour étudier justement la géothermie du canton de Neuchâtel, donc des eaux chaudes qui sont à 2 km, 2,5 km de profondeur. Et puis depuis, en fait, j'ai pas quitté la Suisse parce que je suis tombé littéralement amoureux de la Suisse. Le paysage est juste incroyable. Les belles montagnes, ça te rappelle les volcans. Et je vois les volcans en Suisse. Quoi. Non, on n'a pas de volcans en Suisse, mais on a les Alpes. Et les Alpes, c'est incroyable. On a le Jura, je suis au pied du Jura. Le Jura, c'est splendide. Donc voilà, donc c'est un pays auquel je me suis énormément attaché. Donc j'ai décidé de rester en Suisse, quitte à devoir en partir pour ma carrière professionnelle. Et donc au bout de quelques années, depuis quelques années maintenant, je me suis reconverti et je travaille dans autre chose, sur les énergies toujours, mais autre chose. Et voilà, mais par contre les volcans c'est toujours une passion, et vu que je regardais toujours pour moi-même depuis toujours l'activité des volcans dans le monde chaque semaine, même chaque jour, je me suis dit en début 2021, pourquoi je ne peux pas le streamer chaque semaine. Et en fait depuis mars 2021, chaque semaine, chaque mercredi, je fais une émission d'environ 2 heures, 2h30 des fois, sur l'activité des volcans dans le monde. Donc on regarde tous les volcans pour lesquels on a des rapports volcanologiques qui sont publiés chaque semaine, et on se balade à travers le monde comme ça. Donc c'est plutôt cool. Donc en fait, la géographie. Oui, ça travaille la géographie, et puis tu te mets à jour finalement sur les dernières activités des sites en date. Donc ça va être passionnant de voir s'il y a des nouveautés à des moments, je sais pas, une éruption qui se prépare, ou j'en sais rien, des signes annonciateurs de quelque chose. C'est ça, et ça me permet aussi de garder mes compétences à jour, une bonne partie d'entre elles en tout cas, et le fait de devoir répondre aux questions des personnes qui viennent me voir, et j'ai la chance d'avoir maintenant un petit corps de personnes, de viewers qui viennent de semaine en semaine, et c'est un vrai plaisir de les avoir. Et comme ça me permet aussi de réexpliquer les choses encore et encore, de trouver de nouvelles façons, des fois d'être plus pédagogue. Et j'essaie vraiment, vu que c'est ma formation de volcanologue, c'est faire de la prévention, expliquer ce qui se passe, expliquer les phénomènes. Et justement, si on veut pouvoir prévenir, il faut comprendre, et il faut que les gens puissent comprendre.
Yes, bah parfait, merci pour cette présentation. Je fais une petite Avec parenthèse pour remercier, j'ai oublié de le faire, remercier Nicolas pour son sub, 25e mois tout à l'heure, donc manganèse maintenant, félicitations pour cette progression fulgurante dans le tableau périodique des éléments. Le manganèse, je sais pas si c'est un élément de composition de roche volcanique en particulier, mais je sais pas, Non, pas comme ça, je peux nécessairement. pas dire, parce qu'on a tellement de choses. Géochimie, ouais, On a tellement de c'est... choses, éléments chimiques qui sont dans le magma. Il faut se dire que de manière, tout ce qu'on a sur Terre provient du magma. Ouais. Donc, Oui, que tout ce ce soit tout ce qu'on l'eau, retrouve à la soit surface tous de la les éléments Terre. chimiques Ouais. proviennent du magma à la base. Donc, ils ont été expulsés par les volcans, justement, par les gaz volcaniques ou par les roches volcaniques. Puis après, les processus d'érosion, etc., de recyclage font que ça s'est réparti, etc. Après, il y a une partie du matériau qui provient des astéroïdes et des comètes qui se sont effondrés sur la Terre aussi. Non, mais ça devient une partie de la Terre. Donc oui, alors d'accord. Tout provient de la Terre, si tu veux. Elle-même est faite d'astéroïdes et de fragments. Donc voilà, donc c'est ça qui est cool. Yes, carrément. Et je remercie également Aesium pour le raid. Bienvenue aux viewers qui viennent de nous rejoindre. N'hésite pas à dire à Aesium ce que tu faisais à l'instant en live. Merci beaucoup pour ton raid. Je rebondis sur ce que tu disais tout à la fin à propos de la vulgarisation de la volcanologie, puisque pour ceux qui ne savent pas, tu as une chaîne Twitch, donc Chapronneuil TV. N'hésitez pas à aller rejoindre sa chaîne Twitch, le lien a été mis dans le chat. Je vais demander aussi au modérateur de créer une commande si elle n'existe pas encore pour ta chaîne, comme ça, et ne pas hésiter à la remettre régulièrement. C'est normal, tu es l'invité de ce soir et moi ça me fait plaisir aussi de faire découvrir aux viewers d'autres streamers de vulgarisation, d'autres acteurs en fait dans la médiation scientifique, et c'est important d'en parler, et surtout qu'en plus c'est pas souvent qu'on a un expert qui fait des streams sur son expertise et qui est capable d'en dire beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre la chaîne de Chapronneuil. Il y avait une question à propos de ce nom, justement. D'où est-ce que ça vient, Chapronneuil TV? Chapronneuil. J'ai toujours aimé depuis tout petit, depuis mon enfance, tout ce qui est heroic fantasy, aventure. Donc j'ai fait, j'ai dû faire 15-17 ans de Donjons & Dragons en version papier, bien sûr. Et donc quand je suis parti au Canada en milieu anglophone, à parler que anglais, j'ai eu peur de perdre mon français. Voilà. Et je me suis dit, je vais écrire pour moi. Et j'avais toujours tout plein d'idées de Heroic Fantasy en tête, et donc je les ai posées, et au bout de mes 4 ans de doctorat, j'avais quand même un bon volume déjà de fait, et donc je me suis dit pourquoi pas les publier, et j'ai eu la chance de trouver un éditeur français en 2014, fin 2014, et donc j'ai publié un roman. D'accord, un roman sur quoi? Avec eux. C'est de l'Heroic Fantasy, donc vraiment basé sur la magie, avec des démons, des dragons, on va dire toutes les clés habituelles d'une histoire de Heroic Fantasy. On voit quelques-unes de tes inspirations derrière toi, non? Les livres que tu as, c'est des livres de jeux de rôle? C'est des livres de Donjons & Dragons de première édition, Donjons & Dragons pur, ou Donjons & Dragons première édition aux années 70, que j'ai ramené du Canada, j'ai trouvé là-bas. Et j'ai aussi mon bouquin de volcanologie qui traîne, la Bible ici, là, juste là, l'encyclopédie de volcanologie. Et donc pour moi, tout est lié, parce que j'aime travailler, j'aime faire mes choses par passion, ça, donc voilà. Et Chapronneuil, c'est tout simplement le nom de la petite ville dans laquelle se passe principalement l'histoire. Et donc l'héroïne de l'histoire, au début, est dans cette petite ville, puis elle leur part pour rejoindre son mari, et elle va faire des choix, elle va avoir des événements qui vont se passer, qu'elle va provoquer, qui vont affecter et qui vont causer énormément de destruction et de mort dans sa ville, malheureusement. Est-ce qu'il y a des volcans dans ton œuvre ou pas? Alors je me suis amusé à mettre des gnomes que j'ai appelés les géognomes, pour justement expliquer la théorie de la formation du continent dans lequel ça se passe. C'est super intéressant que tu parles de ça. Mais c'est pas vraiment scientifique, c'est juste... Oui, c'est la cosmo, une sorte de cosmogonie, quoi. Finalement, tu as créé les raisons d'être de l'univers par des explications un peu magiques et fantaisistes, quoi. Entièrement. Ça me fait doucement écho à ce que j'avais pu faire en live sur Tolkien et les sciences, et l'inspiration qu'a eu Tolkien par rapport justement tous ces mythes islandais, en particulier autour des volcans, et ça l'a beaucoup travaillé, et il s'en est beaucoup inspiré. Enfin, en fait, la figure du volcan et de la montagne de feu est quelque chose d'assez central dans ses œuvres. On la retrouve dans plusieurs de mémoire, il s'est inspiré du Cervin en Suisse, parce qu'il est venu en Suisse quand il était bien possible, jeune. Et les paysages suisses, en fait, c'est ce qui l'a très très marqué, et dont il s'est inspiré pour créer son œuvre.
Et de mémoire, c'est le Cervin qui a été la base pour la montagne solitaire. Peut-être, je me souviens plus exactement. de Je sais mémoire. aussi que possiblement l'éruption du Krakatoa là, de 1883, si je dis pas de bêtises, il n'a pas été directement contemporain de l'éruption, mais elle avait fait déjà à la Oui, fin du 19e et à son époque, première tout à partie fait. du 20e, avait été déjà un peu dans les esprits. Et donc il a pu aussi s'inspirer de ce genre d'événements pour en faire un peu des monstres un peu à part, les volcans, enfin j'entends, Oui, c'est tout à fait. des Mais personnages un peu particuliers de son œuvre, quoi. c'est ce qui est incroyable, c'est j'aurais tellement voulu voir la Suisse à l'époque où lui est venu, en fait. Ah oui. Ça a tellement rien à voir avec la Suisse de maintenant, Ah parce ouais? que là, on a environ 8 millions de personnes en Suisse. Mais à l'époque, il devait être même pas 3 millions. D'accord. Et c'était très, très nature. Il n'avait pas toutes les constructions qu'on a aujourd'hui. Donc, se balader dans les Alpes, se balader dans le Jura, se balader à travers la Suisse, ça devait être quelque chose de totalement Des différent paysans, ouais. et extraordinaire. Ouais, c'est sûr. Que je regarde un petit peu les messages du chat. On va pouvoir commencer doucement maintenant que tu as fait Oui, bien les sûr. présentations. Donc merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Ce soir, le programme, ça va être autour des éruptions islandaises. Vous l'avez vu dans le titre du live et c'est écrit aussi au-dessus. Ça veut pas dire qu'on va s'en tenir qu'à ça et qu'on va parler que de l'Islande et que des éruptions récentes. En fait, les éruptions récentes sont un peu un prétexte pour pouvoir parler de volcanologie en général, et on va d'abord même plutôt revoir les bases. Donc vous qui n'avez par exemple aucun bagage en sciences de la Terre, peut-être vous n'avez pas fait de bac S ou on s'en fout, on va reprendre à plat les choses, et sans mauvais jeu de mots, et on va essayer de construire une petite base qui va nous permettre de un peu mieux appréhender après tout ce que tu vas nous décrire comme phénomène. Et on pourra s'attacher davantage, ensuite s'intéresser davantage au cas spécifique de l'Islande et pourquoi l'Islande est un pays aussi actif sur le plan volcanique. Oui. Donc voilà, et voilà. Après, oui, je rappelle aussi que c'est un live qui se veut interactif, donc en fait, là je vous ai présenté à l'oral un mini plan, mais c'est un plan très improvisé que je vous propose. On n'est pas obligé non plus de le suivre à la lettre. On risque de digresser sur la thématique de la volcanologie, parce que moi, vous savez, j'adore les digressions. Et surtout que je préfère mettre l'accent sur l'interaction. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si elles sont vraiment à côté de la plaque, les questions, ben, on les gardera pour un peu plus tard. Mais si elles sont dans le thème de ce dont on parle, ben, je peux me permettre de les prendre, et puis après ça peut nous emmener vers d'autres rivages. Bon bref, tout ça pour dire que le live n'a pas une seule direction. Il y a beaucoup, je laisse place à l'improvisation, donc n'hésitez pas à poser vos questions, surtout si vous n'avez pas compris, et que si on se lance dans des explications et que ça vous paraît trop technique, vous pouvez dire halt, je comprends rien, et écrivez-le dans le chat, il n'y a aucun problème. On pourra revenir sur les explications et réexpliquer de manière à rendre les choses plus compréhensibles. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu avais d'autres trucs, d'autres disclaimers à faire? Je pense que tu as très bien fait les choses. Nice. Et voilà, dans tous les cas, on répondra aux questions au fur et à mesure. Et pareil, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, dites-le. Voilà, comme, on est là pour ça. Donc, comme Croix-Croix, vous pouvez dire j'ai rien compris dans le chat avec l'émoticône ou l'écrire si vous n'êtes pas abonné, il n'y a pas de problème. Alors pour ça, pour pouvoir un peu voyager à travers le monde magique des volcans, tu m'as proposé de partager ton écran, donc là on va pouvoir voir ce que tu nous montres, et comme ça tu vas pouvoir illustrer directement ton propos avec éventuellement des animations, des schémas, enfin ce que tu veux, donc tu as carte blanche. Donc là je viens de partager par exemple en direct. Retour. Nice. Et comme ça je vois aussi le chat au cas où, et je peux aussi commenter dans le chat si j'ai envie. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc ce qui est génial de nos jours, c'est que tout est disponible, énormément de choses sont disponibles. Et notamment en Islande, depuis l'année dernière, depuis l'éruption de 2021, la télévision islandaise RUV a mis en place des caméras qui sont en permanence sur le site, sur la zone, et donc ils diffusent en 24 heures sur 24 en direct sur leur chaîne YouTube. Et donc n'hésitez pas, vous pouvez aller sur RUV, sur YouTube, et ce qui est génial, déjà, vous voyez en direct ce qui se passe, 2, vous pouvez remonter dans le temps.
jusqu'à 7, 8, 10 heures. Et vous pouvez dire, bah, tiens, à quoi ça ressemblait là, 7 heures en arrière, comment était l'activité, etc., etc., etc. Et ça, c'est vraiment cool. D'autres chaînes aussi qui le font, qui reprennent d'autres images, parce qu'il y a différentes caméras, je crois qu'il y en a 5. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment cool. L'autre point super intéressant qui n'existait pas là une dizaine d'années en arrière, moi je me rappelle quand j'étais étudiant, on galérait pour trouver la moindre photo d'éruption, quoi. C'est la croix à la bannière. Mais de nos jours c'est tellement simple. Il y a Vous une pouvez sur couverture. Twitter, je suis des observatoires, je suis des chercheurs en volcanologie qui travaillent par exemple sur l'Islande, sur d'autres volcans, et comme ça ils mettent leur contenu, ils mettent des informations super pertinentes, super intéressantes au fur et à mesure. Et justement, moi, c'est après ce que je fais, c'est que j'aime justement les repartager sur Twitter ou alors en reparler dans les lives que je fais sur les volcans, parce que je trouve ça super pédagogique aussi. Donc voilà, donc on a énormément de contenu disponible de nos jours et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, des choses qui sont gratuites en plus à chaque fois. Si vous comprenez pas, à ce moment, il faut venir poser des questions, faut pas hésiter. Surtout que les chercheurs en volcanologie sont dans 99% des cas super sympas et aiment discuter et échanger justement sur les volcans. Ouais. Donc voilà, donc ça leur fait plaisir. Pour une fois que des gens s'intéressent à leur passion, ils vont s'ouvrir à cœur joie et vont se dire bah vas-y, let's go. Et on profite de l'actualité et que l'actu fasse un flash, on va dire, enfin un highlight de la volcanologie pour sauter sur l'occasion. Sachant qu'il y aurait plein de choses à dire et c'est marrant parce que tu parlais de la quantité d'informations qui sont disponibles et la difficulté en tant que médiateur, c'est parmi ce tas d'informations, essayer de trier, de prendre, on va dire, l'essentiel et de faire passer le message le plus important au grand public, quoi. Et notamment, justement, là aussi, des conneries monstres qui traînent, malheureusement. Et notamment sur YouTube, vous pouvez trouver des vidéos, des fois, mais qui n'ont aucun sens. Je me rappelle d'une vidéo que j'avais trouvée l'année dernière, soi-disant sur l'Islande. Puis en fait, en regardant la vidéo, on voyait des palmiers. Ils avaient mélangé des images de l'Islande avec des images de l'éruption du Kilauea à Hawaï qui datait de 2007-2018. Et tout ça pour essayer de faire quelque chose de sensationnel, ou alors des gens qui vont mélanger des images avec des éruptions explosives qui n'ont rien à voir avec l'éruption en cours, par exemple en Islande. Donc il faut quand même faire très attention. Et c'est pour ça que moi je dis en général, c'est suivez les observatoires. C'est ce qu'il y a de mieux pour tel ou tel pays, par exemple, ou suivez les pages Facebook aussi qu'ont ces observatoires, ou alors des chercheurs spécialisés en volcanologie quand vous en connaissez ou quand vous arrivez à en trouver en discutant à droite à gauche. Et voilà. Et ça c'est intéressant, ça. Parce que justement, l'information, elle est claire, elle est propre. Ça évitera d'avoir des conneries monstrueuses qui sortent. Ou quand c'est des lives comme ça de la télévision islandaise, RUV, c'est le live, c'est leur boulot de médias de montrer ce qui se passe chez eux. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des conneries dessus. C'est ça. Donc c'est cool. Après, il y a beaucoup de gens, maintenant, il y a beaucoup de touristes aussi sur la zone qui posent des problèmes aussi de sécurité, malheureusement, parce que tous ne sont pas très consciencieux. Et l'avantage, c'est que y a beaucoup de gens qui amènent leurs drones. Et ça, qu'on a des vidéos de drones qui sont époustouflantes, qu'on peut retrouver sur YouTube, qu'on peut retrouver sur d'autres réseaux sociaux. Donc là, c'est top, mais il faut juste faire attention d'être sûr que c'est bien la vidéo de tel ou tel volcan à la période où ils disent que c'est pris. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est là où ça devient des fois plus compliqué. Ouais, parce que en fait, il y a tellement d'activités en Islande qu'une même vidéo qui provient d'Islande, en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été prise. En fait, il y a tellement des éruptions un peu régulièrement qu'on pourrait confondre un événement avec un autre, en fait, alors qu'ils sont décorrélés à quelques semaines d'intervalle, par exemple. C'est ça. J'ai trouvé, là encore, 2-3 jours, une vidéo qui disait montrer l'éruption actuelle, sauf qu'ils ont montré des images de 2021. Qui est plus la même éruption en fait, parce que elle s'est finie en septembre l'année dernière. Et en connaissant l'éruption, en l'ayant vue et revue, et moi je vois tout de suite et j'identifie tout de suite. Mais non, c'est pas la même chose. Oui, c'est ça. T'as l'œil pour identifier. les personnes qui connaissent pas ou qui se disent tiens, pour une fois je vais avoir une vidéo et en fait ils peuvent pas s'en rendre compte parce qu'ils savent. Ils n'ont pas vu les bonnes images. En fait. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est difficile de faire la part des choses quand on n'a pas le regard expert. Et quelqu'un, une petite anecdote, une petite anecdote de Stiofan sur l'eau qui sent le soufre, l'eau chaude. Toi, tu as déjà été en Islande, tu as pu expérimenter ça Oui, je suis allé en 2008 pour une conférence justement en volcanologie. Et j'ai eu la chance après d'aller dans l'île aussi à Askja, récupérer un appareil avec une collègue qui étudiait le volcan.
D'accord. Et effectivement, l'eau sur Reykjavik sent vraiment le soufre. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu bizarre. Mais voilà, après, c'est. On s'y Bon, moi, habitue. C'est pas voilà, dangereux en après, tout c'est cas. aux C'est dans doses des qu'ils ont. quantités relativement Non, faibles. parce que Mais... sinon, il le dirait. Mhm. Mais ce qui est. Après, l'odeur, faut se dire que c'est du H2S, il y en a très, très, très peu, mais ça sent très, très fort. Mhm. Donc, c'est ça. Après, le vrai gaz qui est vraiment dangereux, c'est la SO2, qui lui est une odeur incolore comme le CO2. D'accord. On en reparlera. C'est les deux gaz principaux nocifs qui sont émis, en plus de la vapeur d'eau. Et Donc le voilà. CO2 Donc, et le SO2. Donc c'est ça. le Et dioxyde sont de deux gaz. carbone et le dioxyde Et de soufre. Qui sont c'est les deux ça. gaz Sont deux gaz principaux. incolores, inodores, Ok. donc forcément, c'est problématique. Ok. Oui, le H2S qui est moins toxique que le SO2 et aussi qui se sent facilement, même en très faible quantité. Faut C'est savoir que voilà, c'est pas parce qu'on petit rappel un peu de chimiste, mais en gros, notre sensibilité aux odeurs, elle est très différente en fonction du composé chimique. Et des fois, il suffit de quelques molécules, entre guillemets, pour qu'on se mette à sentir très fort quelque chose, alors qu'il y en a très très peu. Et à l'inverse, des fois, il y a des molécules extrêmement toxiques qui ne sentent rien et qui pourtant peuvent mettre en l'air votre métabolisme. Donc probablement que ces douches chaudes un peu puantes que vous pouvez prendre ne sont pas ou peu dangereuses pour la santé, quoi. Et une anecdote, c'est que ayant travaillé beaucoup sur le Kawaii Gen, donc, qui est connu dans les Java pour ses mineurs de soufre, qui vont dans le cratère récolter les grosses plaques de soufre, et donc le gaz qui s'échappe est très très riche en soufre, il est vraiment jaune, blanc, jaunâtre, et donc très toxique aussi. Et bon, malheureusement, les conditions de travail pour ces mineurs sont catastrophiques, et ils vivent. Voilà, leur santé en prend un sacré coup, malheureusement. Et donc, moi, en y travaillant, même avec mon masque à gaz, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais perdu certaines odeurs. Je ne m'avais pas rendu compte pendant, je me suis rendu compte après avoir arrêté de travailler sur les volcans. D'accord. Au bout de 1 ou 2 ans, je me suis dit, ah tiens, c'est bizarre, cette odeur-là, je la sentais pas avant. Et c'est juste que voilà, le temps que les cellules dans le nez, je pense, ou dans les sinus se remettent à marcher correctement. Et une autre chose qui est fou, c'est que le corps, l'esprit humain est capable d'associer des couleurs, des odeurs, des sensations tactiles à des sensations de bien-être, des sensations de mal-être, etc. Et pour moi, l'odeur justement de ce H2S, qui est super fort, a été associée au volcan, donc à toute la joie, au bonheur que j'avais quand je travaillais sur les volcans, et ce qui fait que quand je chantais le H2S n'importe où, j'étais heureux. Ah oui, c'est ça, production de dopamine. Donc maintenant c'est passé, c'est plus le cas. Mais à l'époque, t'as eu une période, ça m'a duré. Voilà. Une association pavlovienne un peu de... C'est ça. Et à une époque, quand je me baladais en Suisse, quand j'étais arrivé dans les vignes, ils avaient répandu justement les composés de soufré là pour justement protéger les vignes contre tout ce qui est fongicide et autres. C'est des odeurs justement de H2S qui ressortent aussi. Et instinctivement, j'étais c'est trop cool. Trop bien. Vive les pesticides. Trop bien. C'est amusant comment l'esprit réagit, comment il se comporte. Nice. Tu voulais montrer un peu un site, c'est ça? Ça, c'est le site du Global Volcanics Program, donc la base de données internationale des volcans dans le monde. C'est géré par Smithsonian Institutions, et je rappelle, je ne suis pas payé par eux, donc c'est clair, qui est un organisme américain. Et en fait, ils centralisent les informations qui sont publiées chaque semaine par les observatoires volcanologiques des différents pays à travers le monde. D'accord. Donc ça veut pas dire c'est ultra que complet, tous les rapports sont là, mais c'est dire qu'il y en a quand même beaucoup déjà. Et donc moi c'est ce que j'utilise chaque semaine quand je parle des volcans, et je trouve ça génial parce que c'est accessible à tout le monde. Alors forcément c'est en anglais, si on parle pas anglais c'est plus compliqué, mais si vous utilisez par exemple Google, si je fais un peu plus de Google sur ce coup-là, Chrome, vous faites traduire la page et vous le mettez traduire en français. Alors est-ce que la traduction sera 100% parfaite? Peut-être pas, mais disons que ce sera suffisamment bon pour que vous compreniez de quoi il parle et avoir les informations. Donc voilà. Et donc si on va dans Report, là justement, le petit rapport hebdomadaire qui est là, et que si on regarde celui de jeudi passé, qui sort tous les jeudis, on voit qu'il y a tout ça de rapports sur une grosse vingtaine de volcans. On voit l'état de début des éruptions pour ceux qui sont en éruption. Et actuellement, en général, là, entre 40 et 50 volcans en éruption dans le monde chaque jour. Et si vous regardez à combien de volcans dont vous entendez parler chaque jour, en général c'est 0. Bah oui. Une fois de temps en temps, on fait tiens, on a entendu parler de tel volcan aux infos. Bah oui, parce que voilà. Mais il y en a 40 à 50 en éruption chaque jour dans le monde.
Et donc forcément, les volcans sont dans des zones très peuplées, souvent, pas toujours, mais très souvent quand même, parce que les volcans sont très fertiles. La cendre des volcans, la roche des volcans, fait qu'après un certain temps, ça devient extrêmement fertile, et donc forcément, il y a beaucoup de gens qui y vivent pour la culture du riz, la culture de d'autres aliments. Parce que c'est de la matière organique, c'est ça qui va venir fertiliser les sols qui sont touchés par ça. Déjà, les minéraux présents naturellement dans les roches volcaniques, dans la lave, font que c'est fertile. Après, les plantes vont venir se greffer dessus, et on rajoute donc à ça la matière organique qui va venir se décomposer en plus dessus, et l'ensemble, ça crée un terreau qui est extrêmement fertile, et ça permet d'avoir dans certains pays 3 récoltes de riz par an, par exemple, ou d'avoir l'Indonésie est très connue pour ses plantations de café. Et à Kawajan, ça se trouve, je peux vous montrer peut-être après, ça se trouve dans une zone où là, d'immenses plantations de café. Parce que c'est un sol qui est très riche, dû justement à tous ces minéraux qui proviennent des éruptions volcaniques, par exemple. Il y avait une photo une question sur la nature de ces volcans. Est-ce que il y en a beaucoup qui sont sous-marins dans ces éruptions-là, ou Alors les 40-50, c'est que des éruptions au-dessus du niveau de la mer. Je serais chercher le mot, je l'ai plus en tête. Atmosphérique, on va dire. Atmosphérique. Les éruptions sous-marines, on les compte pas, à part à quelques exceptions, quand ils sont vraiment proches de la surface, comme l'éruption des îles Tonga en janvier dernier, qui a fait beaucoup de bruit, ou quelques autres éruptions sous-marines. Mais sinon, pour tout ce qui est éruption, j'en parlerai après, au niveau des rides océaniques, où c'est là que le magma remonte le plus pour former la croûte océanique, tout ça, on les compte pas, en fait. D'accord. Parce que c'est juste impossible ça fait trop. Donc on parle essentiellement des volcans qui sont émergés, visibles, en fait, et ceux qui sont très proches de la surface, c'est-à-dire à moins de quelques centaines de mètres de la surface. Ok. Oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui note que la Santa Maria qui dure depuis un siècle. En fait, il y en a, ils sont là depuis super longtemps. C'est ça. Là, si on regarde il y en a un depuis 2002. Santa Maria depuis 1922, ça fait un siècle. C'est ouf. Donc ça veut pas dire qu'il a été en éruption chaque jour depuis un siècle. Ça veut dire que l'activité éruptive est telle qu'on considère que c'est toujours la même éruption depuis 1922. Il peut y avoir quelques périodes de pause de quelques jours, quelques semaines. D'accord. Mais globalement, ça reste la même éruption avec tout un tas de phases dedans. Ça aussi, j'en parlerai après. C'est une éruption, c'est constitué de différentes phases, et c'est jamais juste une seule chose. Ça peut énormément changer. Ça peut passer d'une coulée de lave à des explosions très explosives, très dangereuses, comme revenir à des éruptions de coulées de lave toutes tranquilles, etc. Et ça peut changer plusieurs fois durant une même éruption. Et là, je vois 1922, mais est-ce que c'est pas parce que ça a été les débuts de l'enregistrement, le suivi ou est-ce que avant il y avait des éruptions et Donc là, c'est au Guatemala, donc au niveau historique, je sais pas. On doit avoir des informations qui sont beaucoup plus anciennes parce que la zone est peuplée depuis quand même très longtemps. Donc si on va sur la fiche du volcan, par exemple, ça qui est top aussi, on clique juste sur les images, on va sur la fiche du volcan et on va dans activité éruptive. Bon, là, on n'a pas grand-chose sur lui. Faut dire ce qui est. Et on sait qu'il y avait 1922-2022, c'est celle en cours. Avant, on a eu 1903 à 1913, qui étaient observés. Avant ça, on a 1902, voilà, c'est en gros quelques jours ou quelques semaines, qui étaient très dangereuses, V8 de 6, l'indice d'explosivité volcanique, je pourrais en parler peut-être après, qui était observé aussi. Et avant ça, pour celui-là, effectivement, on n'a pas d'informations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éruption, c'est juste qu'on n'a pas de rapport ou d'informations qui permettent de confirmer qu'il y a eu des éruptions. J'en prends un autre, on va se prendre Berapi, pourquoi pas en Indonésie. Voilà, on va travailler la géographie là pour les pros de GeoGuessr. Là c'est sur Java, au centre de Java, et on peut voir que ça remonte à... Ah oui, on a un historique qui est quand même... Ça remonte à 1800 avant Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'on a des études géochimiques, donc de l'analyse chimique des roches, par Carbon 14 notamment, qui permettent de dater, grâce à la fossilisation de bois préservé dans les couches de roches, des couches de cendres par exemple. On peut analyser ces bois et entre autres et remonter comme ça à l'époque où ils ont été détruits, ensevelis par les cendres volcaniques par exemple. Et donc vous voyez là on a énormément de choses par isotope et les observations commencent au 1500
1500 et quelques, 1548, c'est la première observation qui a été faite, probablement par les colonies espagnoles ou hollandaises. Je pense que l'Indonésie était hollandais pendant assez longtemps, mais avant ça, de mémoire, c'était espagnol. D'accord. Oui, donc ça, c'est des rapports directement humains, quoi. Enfin, c'est des humains. C'est ça. Et donc là, on a quand même énormément d'informations. Vous voyez, ça, pour le Merapi, on sait le Merapi, c'est un volcan particulier aussi qui est extrêmement connu, extrêmement étudié depuis très longtemps. Mais voilà, l'éruption actuelle a commencé en 2020. Ouais, c'est fou, c'est super ce site. Est-ce que tu peux rappeler comment tu peux mettre l'adresse dans le... Ah oui, attends, mais est-ce que quelqu'un peut mettre un permis .edu, je vous le marque là. Ouais, envoie-le-moi par MP sur Discord plutôt, parce que sinon... c'est plus simple. Et comme ça, je peux le partager dans le chat. Après, bon, sinon on t'a donné un permit, bon, tant pis. Mais ouais, c'est sympa comme site parce que effectivement, il a l'air quand même relativement accessible pour le grand public, pour peu qu'on arrive à comprendre un peu. Et donc après, on peut faire des recherches aussi par pays, par nom de volcan, excusez-moi, par d'autres informations peut-être moins intéressantes pour le grand public. Les pays et noms de volcans, c'est quand même super pratique. Holocène, Pléistocène, j'y reviendrai plus tard. Parce que c'est très intéressant. Et dans les ressources, un truc que moi je trouve incroyable, c'est le Google Earth Placemark qui est juste là. Et c'est ce que je vais vous utiliser après. Et vous avez donc un fichier KML qui vous met tous les volcans du monde sur Google Earth. Et moi, c'est ce que j'utilise dans mes lives, parce que comme ça, on a tu voyages direct sur la Terre et tu regardes les volcans. Quoi. J'ai éclat. Je clique dessus et j'ai la fiche qui apparaît. Si je clique sur le lien, j'arrive directement sur la fiche du volcan. Bon, ça apparaît dans Google Earth, donc c'est un peu chiant, c'est un peu lent. Mais l'idée est là. Et là, on voit que l'éclat, il fait 1490 mètres de haut. On a son placement. C'est un stratovolcan. Donc, un stratovolcan, c'est un volcan qui se construit, mais qui a une durée de vie sur plusieurs centaines de milliers d'années, avec des phases de construction, des phases de destruction, des phases où il n'a pas d'activité du tout, qui peuvent durer des dizaines et dizaines de milliers d'années, par exemple. Voilà. Et il nous donne une petite description du volcan aussi. Donc, c'est cool. Franchement, moi, je trouve ça vraiment génial quand on pense que c'est gratuit et on peut se balader comme ça, là, au-dessus du rift est-africain, donc à l'est de l'Afrique. On voit tous les volcans africains, par exemple, sur la partie est. Tu envoies les limites de plaques aussi, c'est ça, en vert. On en reparlera après, mais... Ouais, c'est un autre truc que j'ai ajouté, qui est disponible aussi, qui vient de l'USGS, donc l'organisme de risque naturel et géologique américain. Il collabore aussi avec justement le Smithsonian pour la base de données des volcans dans le monde. Et c'est cool parce que justement, ça permet de mieux comprendre pourquoi on a des volcans à tel endroit. Et visuellement, je trouve ça plutôt sympa. Et donc, moi, c'est ce que j'utilise en permanence. Et on zoome et on a pratique, tout, en fait. Tout est là. Toutes les infos sont là, donc tu peux juste te balader, voyager, faire un peu de géo en passant et apprendre plein de choses. Ouais, c'est vraiment super. On va, comme tu l'as dit, on reviendra de toute façon sur cette carte pour parler plus spécifiquement de l'Islande. Maintenant, je pense que ça serait bien qu'on passe à la partie un peu plus basique de c'est quoi un volcan en vrai ? Comment tu décrirais ? Qu'est-ce qu'un volcan ? Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux finalement ? Un volcan, c'est la manifestation en surface d'une remontée de magma, en fait. Donc, on verra le magma se faire en base de la croûte terrestre, et à un moment donné, ce magma peut remonter. Il peut se stocker dans la croûte aussi, mais il peut remonter. Et quand il arrive en surface, il va faire une coulée de lave, il va faire des projections, donc ce qu'on appelle les téphras, c'est-à-dire tout ce qui est cendre, lapidie, c'est tout ce qui fait entre 2 mm et 6 cm, et tout ce qui est bloc-bombe, c'est tout ce qui est projeté qui fait plus que 6 cm. Oui, donc il y a différentes formes de magma, mais initialement le magma ça vient de sous la terre, c'est ça ? Ou ce qu'on appelle magma, c'est déjà à la surface. Le magma, c'est un fluide visqueux qui est obtenu par fusion de la roche. D'accord. Et la roche qui fond, c'est le haut du manteau terrestre. Donc, je peux vous montrer. Ouais, tu peux montrer avec peut-être. Il faut juste pour rappel, parce qu'on parle déjà de termes un petit peu techniques, ce qu'on appelle la fusion, en fait, c'est le passage de l'état solide à liquide, en fait. Quand un matériau qui est initialement solide est chauffé à une température suffisamment élevée, il peut fusionner, entre guillemets, c'est-à-dire passer de l'état solide à l'état liquide, parce qu'on a dépassé une température qu'on appelle la température de fusion, et au-delà de cette température-là, en fait, il devient mou, quoi. Un peu comme une barre métallique de fer, par exemple, qu'on porte à une certaine température, et après qui devient mou, du coup. C'est ça, sauf que la fusion n'est jamais totale.
la fusion est toujours de quelques pourcents de la roche qui fond seulement. C'est jamais toute la roche, c'est vraiment un tout petit pourcentage de la roche. Et on verra que ça a des effets importants en fait. Quand tu dis de la roche, tu parles de la roche dans la terre, là, c'est ça, du manteau terrestre. Donc là, je vous ai pris sur un site quelconque parce que là, on trouve c'est sur du coup partout maintenant de nos jours. Hein, où on a notre magnifique terre, on a notre croûte terrestre qui est donc très fine. Hein, qui fait au niveau des océans, elle fait 15 km environ d'épaisseur. Au niveau des continents, elle fait 35-45 km d'épaisseur. Oui, parce qu'en fait, montagnes, elle peut être beaucoup plus épaisse. Et ça, c'est la raison, c'est que la croûte est plus dense, la roche qui forme la croûte est plus dense que la roche qui forme le manteau. Les manteaux qui sont la couche en dessous, hein, c'est ça? C'est ça. Une couche plus légère. Forcément, plus les reliefs sont élevés, plus la racine, le bas de la croûte va être épaisse aussi, pour compenser. C'est l'iceberg, si vous voulez. Comme votre iceberg qui est dans l'eau, votre glaçon qui est dans votre verre, et ben, il flotte et il se repose sur l'eau et on voit juste un petit morceau de ce qu'est réellement glaçon, par exemple. Et c'est pareil avec la croûte terrestre. Ce qu'on voit, c'est la partie émergée et l'autre partie, en fait, elle est sous le niveau de la mer. Oui, c'est ça. Voilà. Mais tu parlais de densité, mais comment ça se fait que les matériaux, tu dis que la croûte, elle est plus dense que le manteau? C'est ça que tu as dit? Oui, c'est ça. Mais comment ça se fait? Parce que moi, intuitivement, on m'a toujours appris que les matériaux les plus denses, ils étaient toujours au fond. Par exemple, quand tu mélanges de l'eau et de l'huile, la phase la plus dense, elle se retrouve en bas, elle se retrouve au fond. Donc c'est l'eau qui se retrouve au fond et l'huile qui se retrouve, qui est plus légère, qui est moins dense, qui se retrouve en bas. Pourquoi ça marche pas pareil avec ça marche pareil, sauf que tu as oublié deux paramètres importants, la pression et la température. D'accord. Donc, au moment où la Terre s'est formée, la Terre était homogène. Moi, c'est un immense amas de roches en fusion. Et au cours du premier milliard d'années, ça s'est différencié. C'est-à-dire que les éléments les plus lourds, le fer, le nickel, sont partis former le noyau. D'accord. Et après, sont même commencés à se solidifier en partie pour former la graine qui est au milieu, qui crée notre champ magnétique terrestre, qui nous protège. Et donc tout ça, c'est la partie la plus dense terrestre, et donc tous les autres éléments qui étaient les moins denses que le fer et le nickel sont au-dessus. D'accord. Sont plus légers. Forcément, la partie la plus supérieure, la plus superficielle, celle qui est au contact au départ du vide, maintenant de l'atmosphère, mais voilà, et forcément elle va se refroidir très vite, et en refroidissant très vite, et forcément sa densité va aussi augmenter, et c'est aussi là où la pression est la moins forte. Donc tout ça font qu'on a la formation de composés chimiques, donc de roches, qui vont être plus denses que ce qu'il y a en dessous en fait. À cause du refroidissement rapide en surface, quoi. C'est ça. Entre autres, l'augmentation de la densité. C'est ça. Plus après, toutes les roches qui vont aussi se former par les processus géologiques, avec l'érosion, avec les dépôts organiques qui se déposent au fond des mers, au fond des lacs, qui vont devenir par la suite aussi des roches, comme le calcaire. Ouais, d'accord. Et qui vont constituer des roches plus lourdes que celles qui sont en dessous, plus légères. Ok. C'est ça. Ok, je vois mieux. Et du coup, là, par exemple, dans cette analogie lourd-léger, comment ça se fait qu'on retrouve de l'uranium en surface alors que c'est un élément très lourd, l'uranium, en fait, tu vois? On pourrait se dire, non, si la Terre, elle a été réorganisée avec les éléments centraux, les éléments les plus lourds au centre, pourquoi on retrouve des éléments lourds aussi en surface? Là, seulement, ce qui se passe, c'est justement quand on a la fusion qui se forme, la fusion, donc c'est du manteau, c'est une fusion partielle, donc quelques pourcents de la roche. C'est combien quelques pourcents? C'est 2, 3, 4 5%, ça dépend, c'est dans cette gamme-là en fait. D'accord. Ça peut varier d'un endroit à l'autre, dépend du contexte, mais c'est cette gamme-là. Et donc, il y a des éléments chimiques qui vont naturellement fondre plus facilement que d'autres, ou passer en phase liquide plus facilement que d'autres, et qui vont aussi, par affinité chimique, s'accrocher à des éléments qui peuvent passer en phase liquide. Et donc, tout ça va remonter ensemble. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on va avoir... moi, j'aime bien prendre le cas de l'or, parce que j'ai vu pour le Kawaii-Gen. Le Kawaii-Gen, je vais vous montrer où c'est, parce que j'en parle depuis tout à l'heure, mais je ne peux pas montrer. Ouais, je vois pas du tout où c'est, moi, pour le coup. On part en Indonésie.
Donc l'Indonésie, c'est tout ça, hein, c'est vraiment gigantesque. Et Java, c'est 1000 km de long, c'est aussi grand que la France. Hein. Ah ouais. Et c'est pas la plus petite, c'est pas la plus grande des îles. Et Kaohsiung est la bordure est de Java. On a une très belle vue sur Bali d'ailleurs. Et il est juste là. Donc il fait partie d'un volcan qui s'appelle le Ijen. Voilà, qui est une immense caldeira. Une caldeira, c'est un cratère qui fait plus que 1 km de diamètre et qui s'est formé par effondrement. C'est-à-dire que quand la chambre magmatique se vide suffisamment, le poids de la roche au-dessus est tellement important que ça s'effondre dedans. Et donc, on voit que Ijen, lui, son cratère, il fait 20 km de diamètre. Oui, le donc, c'est pas rien. Donc, on a un doute comme ça, mais 20 km, c'est quand même beaucoup. Et on a d'autres volcans après qui sont mis en place provenant du même magma, qui sont mis en place sur la partie sud principalement. Et Ijen, c'est le tout dernier en activité, c'est aussi le plus jeune. Ok. Et donc là, on a le cratère et la zone de souffle, le dôme de souffle qui se forme est ici. Je ne sais pas si je clique sur l'image, on va le voir ici. Donc c'est là où sont les mineurs de soufre notamment. L'eau est toxique, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y toucher. Elle n'a pas de vie dedans, c'est un pH inférieur à 1. Tous les éléments chimiques de table des éléments chimiques dedans, sauf les éléments radioactifs. Ah ouais, ça se retrouve là-dedans. Mais voilà, si la couleur est aussi belle, hein, c'est parce que c'est très riche en aluminium, très riche en soufre, très riche en fluor, ce qui pose beaucoup de problèmes par la suite pour les populations plus au nord. Oui, c'est ça, qui veulent se servir de l'eau c'est ça. Pour soi, et donc, et donc en fait, là, le magma, il est riche dans tous ces éléments, quoi. C'est ça, donc le magma va remonter, il contient plein d'éléments chimiques, il va arriver dans la croûte terrestre, il va se stocker dans une partie de la croûte terrestre, là il peut y rester des siècles, des millénaires, plus que ça, et où il va refroidir doucement, et vu qu'il va refroidir doucement, on a toutes les réactions chimiques qui vont se mettre en place, et donc là, des éléments qui vont précipiter, former des minéraux, donc ça va changer la composition chimique du magma, ainsi de suite, vu que il refroidit aussi, et que la pression où il est moins forte que la pression dans le manteau terrestre. Il y a aussi d'autres éléments chimiques qui vont sortir. Qui vont être expulsés. C'est comme ça qu'on va avoir tout ce qui est fluide. Je parle de fluide parce que c'est un mélange de gaz et de liquide à l'état super critique, donc c'est un peu compliqué, mais de fluide, ça peut être riche en carbone, ça peut être riche en sulfure, ça peut être riche en fluor, ça peut être riche en aluminium, bref, en plein de trucs. Et donc ça remonte, et en remontant, ça va interagir aussi avec la roche que ça qui va traverser. Qui est présent, donc au contact. Ça. Il va donc lessiver ces roches, accumulant certains éléments chimiques de ses propres roches qui traversent. Et en fait, tout ça va rechanger encore le mélange, ces fluides qui remontent. Et comme ça, en fait, arriver près de la surface, dans les 2 km en dessous de la surface, il va commencer à précipiter ces éléments chimiques. Et comme ça, par exemple, pour Ijen, c'est l'exemple typique de la formation d'un gisement d'or. Donc actuellement, c'est pas économiquement rentable, mais dans 5-10 millions d'années, bon, on sera plus là, mais ce sera probablement un très gros gisement d'or. En gros, il y a de l'or qui s'accumule parce que qui précipite. Alors quand on dit précipiter, c'est un terme technique pour dire qu'en fait, l'or qui est initialement dans le magma, donc en phase, on va dire liquide pour simplifier les choses, et bien dans certaines conditions, dans un certain environnement où il va faire d'un coup plus froid, il va précipiter, donc il va en fait se cristalliser, il va sortir de la phase liquide pour devenir solide et former de l'or comme vous pouvez l'imaginer en minerai, entre guillemets, minerai d'or. Donc on parle de particules, on ne parle pas de gros volume, c'est vrai que c'est des micro-particules d'or, qui se forment et qui s'accumulent dans une poche, à un endroit. Et si on attend suffisamment longtemps, comme tu disais, ça va s'accumuler, et ça va faire une réserve d'or qui pourra éventuellement être exploitable, mais par les civilisations dans longtemps, quoi. C'est ça. On sera même peut-être plus sur Terre, quoi. Toutes nos immenses mines de cuivre, toutes nos immenses mines d'aluminium, de plein d'éléments chimiques dont on a super besoin pour notre technologie, sont en zone volcanique. D'accord, en fait. Parce que ça a été créé par des volcans, là, à des millions par la remontée d'années. du magma, quoi. Par la remontée de matériaux qui étaient en fusion dans le manteau, pour faire un résumé. Un autre exemple qui est juste hallucinant, c'est les diamants. Les diamants se forment dans le manteau terrestre. Sauf que les diamants, s'ils remontent trop lentement,
ils ont le temps de se rééquilibrer chimiquement. C'est-à-dire qu'ils vont perdre leur structure de diamant pour devenir de graphite. Ouais, c'est ça. Parce qu'on rappelle que le diamant, c'est fait uniquement de carbone, d'atomes de carbone qui sont agencés dans une structure très organisée, très particulière. Mais dans certaines conditions, si cette structure peut être, on va dire, modifiée, peut être bouleversée. Et donc le carbone peut en fait se réorganiser et on peut perdre le diamant qui a été initialement formé en coup une autre structure qu'on appelle le graphite, qui est beaucoup moins important à nos yeux en termes d'esthétisme, on va dire, et de valeur. Et donc, plusieurs milliards d'années, vu que la Terre était plus chaude, le magma était plus chaud aussi, et le magma remontait plus vite. Et les diamants, à l'époque, ont pu remonter sans se désagréger. D'accord. Et donc, de nos jours, on a, à ma connaissance, et j'ai rien lu qui indique que c'est le cas, que c'est toujours le cas, mais il n'y a plus de diamants qui remontent dans les magmas. Donc en fait, les seuls diamants qu'on trouve, c'est des diamants qui datent des premières, des montées, les remontées les plus anciennes de l'histoire de la Terre. Et donc du coup, plus on en récupère dans la Terre, plus on appauvrit. Il n'y en a pas qui se reforment régulièrement. En gros, c'est ça que tu dis, c'est qu'il y a un stock peu fini de diamants et que du coup, ça rend d'autant plus précieux le diamant qu'on peut récupérer. Donc, je pense que ce serait bien de faire un mini résumé là pour les gens qui éventuellement débarquent ou ceux qui sont là, parce qu'on a dit pas mal de choses sur la nature, sur la nature du magma, d'où il vient, etc. Moi, de ce que j'ai compris, tu me corrigeras si j'ai tort, c'est que tout part du coup d'un matériau qui est au niveau du manteau terrestre, un matériau qui est porté à des températures très élevées, suffisamment élevées pour qu'une fraction du matériau fusionne. Alors quand on dit fusionne, c'est qu'en fait la partie solide du matériau devient liquide, mais tu disais que c'est seulement quelques pourcents du matériau qui devient liquide. En devenant liquide, ce matériau il est un peu plus mobile entre guillemets et il va être capable de remonter à la surface. Et en fait, au cours de sa traversée, donc il va remonter, il va être initialement dans le manteau, mais il va remonter jusqu'à la croûte terrestre. Et au cours de sa traversée, il y a plein de phénomènes, plein de processus physico-chimiques que tu as décrits, dans lequel en fait le matériau va être réorganisé, il va choper des éléments à droite, il va en relarguer à gauche, il va y avoir plein de transformations chimiques, il va y avoir des variations de température, des variations de pression. Tout ça, c'est un peu un bordel monstre, quoi, qui fait qu'en fait votre matériau initial, il est empreint d'une histoire très complexe qui va en fait lui fournir plein d'éléments chimiques, va créer des minéraux très particuliers et donc jusqu'à ce qu'il finisse par sortir de la Terre via le volcanisme du coup à un moment. Et donc c'est pour ça que finalement la composition chimique des roches volcaniques, elle est si complexe et si riche dans tous les éléments, avec l'exemple que tu as donné de ce volcan qui recrache du matériau, on va dire, multi-élémentaire, entre guillemets, c'est-à-dire composé de un peu tous les éléments, une bonne partie des éléments du tableau périodique. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on a aussi à disposition des éléments lourds à la surface de notre planète, c'est-à-dire que si la structure, si notre planète n'était finalement pas vivante, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette sorte de mécanique des matériaux à l'intérieur de notre Terre, si on n'avait pas toute cette vie, on va dire, eh bien les matériaux les plus lourds, les éléments les plus lourds type uranium et les métaux très lourds resteraient en fait plutôt au fond, à l'intérieur du manteau, voire du noyau. Et donc ça serait piégé ici et on n'aurait pas, nous en tant qu'humains qui vivons à la surface, accès à tous ces métaux lourds qui sont dans le tableau périodique, quoi. Donc c'est en fait finalement grâce au volcanisme qu'on peut faire la technologie qu'on a aujourd'hui, qui est bardée de plein de métaux très particuliers, quoi. Et justement, je vais rebondir sur ça pour en venir sur le parti dynamique. Donc on a des mouvements, il se passe des phénomènes dynamiques dans le manteau terrestre. Et un bon exemple, justement, on le voit très bien, c'est avec les océans, et notamment l'Atlantique, un très très bon exemple, où donc le magma remonte le long de cette ligne qu'on appelle la ride médio-océanique, qui est en gros le milieu de l'océan. Remonte là, c'est là où la croûte terrestre est la plus fine, ça remonte et ça vient refroidir dans la croûte. Des fois ça arrive en surface comme en Islande, ça peut faire des volcans sous-marins tout le long de
de la ride, et au fur et à mesure aussi, justement, parce que dû au mouvement du manteau, ça s'éloigne au fur et à mesure de quelques centimètres par an. Et avant, il faut se dire que l'Europe, l'Afrique étaient collées au Nord-Amérique et à l'Amérique du Sud. Et un super exemple pour ça, je vais vous montrer celui-là, il y en a d'autres, mais celui-là je trouve plutôt pas mal. J'ai pris sur une chaîne YouTube, par exemple, de ce monsieur, mais il y a d'autres exemples qui existent. Hein. On va le mettre comme ça, et vous avez, donc là c'est en millions d'années. Ah oui, l'évolution... Là, tu es en train d'illustrer pourquoi la Terre est vivante finalement, et le concept de plaque tectonique, le fait que... Entièrement, parce que c'est super important pour comprendre l'Islande en fait. D'accord. Et on va voir, donc là c'est maintenant, on va pas tout regarder parce que je suis passé à l'accéléré après. Donc il faut peut-être que, juste pour rappel, du coup, les plaques tectoniques, c'est le fait que la Terre soit une sorte de puzzle géant qu'on décompose en pièces, et chaque pièce du puzzle c'est une plaque, et en fait il faut s'imaginer que les pièces elles bougent les unes par rapport aux autres dans des directions un peu chaotiques parfois. Du mouvement tectonique, c'est-à-dire que par endroit ça va se créer comme ici, donc là on est au début, hein, je me pose, Europe est là, on voit un petit morceau de l'Espagne ici, on voit un petit morceau de la France, on a la Bretagne qui est là. Attends, on voit pas le curseur, est-ce que tu peux le mettre le curseur? Comment je peux mettre le curseur? Non. Je sais pas, non, bon c'est pas grave. Je crois que je peux pas. Mais si on reconnaît la France, si moi je le... Vous voyez un petit peu la France? Je la vois sur le truc. Ouais, si tu peux le montrer avec ton curseur, sinon si toi t'y arrives. Non, je peux pas. Bon. Non plus. Vous voyez où c'est écrit Europe là, euro, c'est écrit en dessous à gauche de euro, on voit la France. Enfin, en gros, c'est l'Europe qui est. C'est bleu-vert. Vous pouvez voir le contour de la France et aussi l'Angleterre dans le bleu. Elle bouge à quelle vitesse les plaques de Mount Fox? Quelques centimètres par an. Ok. C'est autour des 2 à 6 cm par an, ça dépend les zones. Et donc, au début, c'était un seul bloc qui va se fragmenter. Et à ce niveau-là, justement... Et ça, on le sait parce que, justement, durant le milieu des... déjà avant, au début du XXe siècle, le fait qu'on trouve les mêmes types de roches côté Afrique, côté Amérique, côté Europe, côté Amérique du Sud, qui font que c'est les mêmes roches, les mêmes structures, donc il y a forcément un lien. Puis après, avec les études du champ magnétique terrestre, à l'époque, c'était pour chercher les bateaux, les sous-marins allemands durant la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont rendus compte qu'en fait, le champ magnétique changeait au fond de la mer de manière symétrique par rapport au milieu de l'océan Atlantique, par exemple. D'accord. Et donc, ça montre le fait que on sait que le champ magnétique change de sens, de polarité tous les X centaines de milliers d'années ou millions d'années. Et donc, comme ça, on était capable de suivre l'évolution de l'ouverture du Pacifique, de l'Atlantique ici, mais aussi pour les autres océans. Donc d'abord, c'est l'Amérique du Sud, du Nord, excusez-moi, centre, on va dire, qui s'est ouverte, vous voyez ici. C'était une mer fermée, avec énormément de dépôts peu profonds, avec énormément de dépôts organiques qui ont créé tous ces immenses réservoirs pétroliers qu'on connaît au golfe du Mexique, qu'on connaît à l'ouest de l'Afrique, etc. Pétroliers, gaziers, voilà. D'accord. Là, 140, ce qui est écrit, le nombre, c'est là en millions d'années. D'accord, c'est il y a 140 ou 130 c'est ça. Ok. Donc au fur et à mesure, bon, j'ai avancé un petit peu parce que sinon on est encore là. Au fur et à mesure, on commence à reconnaître les différentes structures, puisque le niveau de la mer change aussi, etc. On voit bien, sur la droite, on commence à bien distinguer la France, l'Espagne, entre autres. On a tout à droite, au milieu, l'Italie qui remonte vers l'Europe, qui avant n'était pas collée à l'Europe. L'Italie était beaucoup plus au sud, etc. Et on a l'Islande qui est déjà apparue au milieu, en haut de la zone bleue, en fait. Donc voilà, pour arriver jusqu'à nos jours. Il y a plusieurs questions dans le chat concernant le mouvement des plaques. Déjà, c'est nous qui demande, on voit la mer entre Europe et l'Afrique. La Tétis, c'est ça? Ce qu'on appelle Tétis, c'était quoi la Tétis, alors le plusieurs Tétis au cours des 4,5 milliards d'années de la vie de la Terre, mais la Tétis, c'est ce qu'il y avait avant à la place de la mer Méditerranée. C'est un immense océan qui était plus grand que le Pacifique. Et le Pacifique, c'est grand, hein, mais qui était plus grand que le Pacifique, sauf que, comme le Pacifique, vous voyez, le Pacifique, je suis revenu sur le Pacifique un instant, le Pacifique, en fait, il est immense, mais il est en train de disparaître tout autour de ses bordures. Parce que c'est là où on a des zones de subduction, c'est-à-dire que ici, la plaque du Pacifique plonge sous la plaque eurasienne, ici ça plonge sous la plaque des Philippines, ainsi de suite. Ici il plonge sous la plaque
de l'Australie. Là-bas, c'est pour Amérique du Nord et Amérique du Sud. Et donc, il disparaît. Et dans peut-être 100 millions d'années, 140 millions d'années, il est pris en sandwich. L'océan Pacifique est pris en sandwich entre l'Amérique et l'Océanie, grosso merdo, c'est ça. Et dans 100 millions d'années, on se refermait dessus, quoi. Exactement. Comme c'est arrivé pour la Thétis, qui est maintenant ce qu'on appelle la mer Méditerranée. Il ne reste plus grand-chose. Les autres questions, c'était sur les vitesses des plaques. Est-ce qu'elles bougent à la même vitesse ou est-ce qu'il y a des variations ça dépend des zones, mais globalement, c'est toujours entre 2 et 7 cm par an. Globalement. Mais justement aussi, c'est peut-être à cause des variations qu'on observe des phénomènes géologiques type... j'en sais pas, séisme et compagnie, qu'il y a des zones de tension, non? C'est pas expliqué à cause des variations de vitesse? Non, pas dû à la variation de vitesse. Dans tous les cas, du moment où on a un déplacement, on a des tensions qui se créent. Donc ici, on a la croûte qui se fracture, parce qu'elle se déplace, elle s'éloigne pour former de nouveaux croûtes océaniques. Donc forcément, ça crée des fractures qui vont créer des séismes. À l'opposé, si on va sur la côte ouest américaine, on a ici, je vais là. Ici, donc là, on a le Colombie-Britannique et le Canada. Tout là, c'est la côte ouest américaine. On a une subduction ici, où on a toute cette plaque ici qui plonge sous la plaque américaine. Et donc, elle plonge, c'est-à-dire qu'elle vient dessous, comme ça, elle part dans le manteau. Elle va être recyclée dans le manteau, mais en plongeant, ça crée des contraintes, des poussées sur la plaque américaine. C'est ça. Et apparemment, ces frictions sont telles que la pression, la force est telle que ça va soudain relâcher d'un coup, créant des gros séismes, comme celui des années, je crois que c'est des années 80, pour San Francisco, de mémoire, où il y en a eu d'autres aussi. En fait, je crois que le terme technique, on parle de failles qui sont chargées, qui se chargent au fur et à mesure de la fraction, et c'est lorsque ça se lâche, ça se décharge. Ça décharge. En fait, il faut aussi imaginer un système où il y a une zone de friction, où il y en a une qui rentre dans une autre, ça fait de la pression, ça augmente, donc la charge de l'interface, on va dire, augmente, et à un moment, tout ça se décharge, et là, vous avez génération des séismes. C'est une petite. Donc, il faut mieux avoir de tout petits séismes très souvent plutôt que de pas de séisme du tout. Oui, parce que ça s'accumule. Ça s'accumule d'avoir un séisme plus gros par la suite. Au départ, est-ce que c'était une seule plaque, demande Foxan, du coup, c'est ce que tu disais au tout départ. Au tout départ, on ne sait pas si ça n'existe plus. C'était entièrement recyclé. Les 4,5 milliards d'années, c'était très longtemps. Je crois que les roches les plus anciennes qu'on ait trouvées, c'est dans le nord de l'Europe. Je crois que c'est au niveau de la Norvège. Et de mémoire, elles ont autour des 3,9 ou 4 milliards d'années, il n'en reste pas grand-chose. Donc, est-ce qu'on a une plaque tectonique, des plaques tectoniques qui existaient dès le début, ou est-ce que ça s'est mis en place par la suite à un moment donné? Ça, comme ça, je ne pourrais pas vous dire. À ma connaissance, on ne sait pas. D'accord. Pour faire encore un petit résumé, parce que c'est demandé dans le chat, on accueille ce soir Guillaume, donc de Chaperoneuil TV, la chaîne Twitch qui parle de volcanologie et donc tu as fait ta thèse et de la recherche dans ce domaine-là, et en plus tu en parles en tant que médiateur sur ta chaîne Twitch Chaperoneuil TV, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et donc il est là avec nous ce soir pour parler de volcanisme en général et en particulier le cas islandais qu'on va aborder plus précisément dans quelques instants. Là, on revenait sur des généralités sur comment les volcans se forment, d'où vient initialement le magma, donc cette matière qui sort des volcans et qui provient de la terre, du manteau terrestre. On a un peu évoqué l'histoire du magma sans trop rentrer dans les détails. Et là, on était en train d'expliquer les zones propices au volcanisme. Parce qu'en fait, on le sait intuitivement, sur Terre, il n'y a pas des volcans partout, et il y a des zones qui sont plus sujettes au phénomène de volcanisme que d'autres. Et donc là, tu donnais quelques exemples à travers le monde d'endroits particulièrement propices au volcanisme. Pourquoi ? Parce que c'est des endroits de tension qui sont en général à la limite des plaques tectoniques. Donc pour comprendre ça, il faut déjà comprendre le concept de plaques tectoniques, qui sont grossièrement, on va dire, des espaces au niveau de la surface de la Terre qui en fait sont en contact, qui bougent les unes par rapport aux autres. Et donc ces plaques, il arrive qu'à des endroits elles se rencontrent. Quand elles se rencontrent, il y en a souvent une qui passe en dessous, ça c'est ce qu'on appelle de la subduction. Et dans certains cas, c'était le cas du coup aux États-Unis, comme tu montrais, il y en a une qui passe en dessous des États-Unis, en gros de la plaque terrestre des États-Unis, et ça crée la côte océanique du Pacifique qui passe en dessous là.
de la plaque nord-américaine. Et donc ça crée des endroits de friction où potentiellement il peut y avoir aussi de la matière. Comment la matière elle ressort, enfin comment ce volcanisme il est créé? C'est à cause de la... Alors, c'est très... Je voulais pas en parler aujourd'hui. Je voulais pas en parler. C'est un type de volcanisme très particulier là pour le coup. C'est très différent de l'Islande. Ouais, alors justement... qu'en fait... Bon, je sais pas... Parce que juste pour faire une petite parenthèse, le volcanisme qu'on a décrit avant, on a expliqué que c'était de la matière qui revenait des entrailles du manteau et qui sortait. Ça, c'est un volcanisme plutôt classique, enfin entre guillemets. Tout est classique. Tout est classique. Mais là, on parle d'un cas de volcanisme Voilà, on va parler de trois grands types de volcanisme. Le premier, celui pour l'Islande. On verra qu'il y a l'Islande particulière, mais globalement, au niveau de la création du plateau, de la croûte océanique, comme ici, c'est en train de s'ouvrir, on a le manteau, donc le haut du manteau terrestre. Et bien, vu que la croûte est plus fine à cet endroit-là, la croûte terrestre fait quelques kilomètres d'épaisseur, 15 km en plus, et bien, vu que c'est plus fin, le manteau, la pression dessus est plus faible et donc il va rentrer partiellement en fusion. Ce qu'on disait tout à l'heure, cette fusion partielle de quelques pourcents de la roche qui va créer ce magma qui lui va remonter pour former cette croûte océanique qui est en noir ici, et quand ça arrive en surface, ça peut créer donc jusqu'à des volcans qu'on peut voir comme l'Islande par exemple. Ouais, c'est un peu complexe avec le chemin parce qu'il y en a 40 000, alors on ne sait pas trop lequel il faut regarder, mais est-ce que tu peux zoomer sur celui, le schéma plus d'intérêt? Par exemple, c'est un peu... le C par exemple. C'est le C, c'est la... Ouais, on voit pas le curseur, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Donc ouais, le C... C'est la même chose, en fait, c'est deux stades différents, c'est plus avancé sur le C. Donc voilà, donc à ce niveau, juste la barre noire, là où c'est rouge, et bien justement, la roche du manteau rentre en fusion due à la diminution de pression, parce que la croûte est plus fine à cet endroit-là. À l'opposé, au niveau en D, par exemple, le D, c'est l'exemple de continent américain. On a une plaque qui plonge sous l'autre, d'accord, la plaque noire, donc océanique, plonge sous la croûte qui forme le continent américain. Et donc, en plongeant, en fait, cette plaque-là, elle va chauffer, elle va être mise sous de haute pression aussi, en plongeant, et l'eau présente dans cette plaque va s'évaporer et remonter. Et elle va remonter dans la zone brune entre la plaque qui est là et la plaque qui plonge. Donc dans la zone au milieu qui est brun là sur l'image D, et ben, l'eau va arriver, il va hydrater cette roche. Et en hydratant cette roche, la roche va rentrer en fusion parce que ça va permettre de franchir son point de fusion. Et ce qui va créer le magma qui va remonter, former les volcans qu'on a tout autour du Pacifique par exemple. Ok. Donc là, tout ça pour dire, même si vous n'avez pas trop compris l'explication, parce qu'on est allé un peu vite et parce qu'en plus les schémas sont un peu complexes, tout ça pour dire que le volcanisme existe sous différentes formes en fonction des phénomènes géologiques qui se passent. C'est ça. Et on a un troisième type qui est aussi le cas pour l'Islande, parce que l'Islande c'est un cas très particulier, mais qui est ça aussi passionnant, c'est ce qu'on appelle le point chaud. Alors, je vais mettre par exemple sur Hawaï. Voilà, Hawaï, c'est un point chaud qui est connu. Donc, un point chaud, c'est un morceau du manteau terrestre qui est plus chaud que le reste. Et donc, en étant plus chaud, il va remonter, parce que justement, s'il est plus chaud, il est aussi un peu moins dense, forcément, que le reste du manteau. Il va remonter, et en arrivant sous la croûte terrestre, il va venir chauffer d'autant plus cette croûte terrestre, et aussi lui-même rentrer en fusion du fait de la diminution de pression entre le bas du manteau et le haut du manteau. Et donc, ça va créer de gros volumes de magma. Et Hawaï, c'est typiquement un exemple typique pour ça. Le point chaud est là. Et au-dessus, on a la plaque tectonique qui bouge tranquillement. Et avant le point chaud, il n'a pas bougé, mais la plaque était avant. La plaque qui est ici, avant, était là. Et tous ces volcans, toute cette chaîne-là, c'est des volcans qui ont été formés par le même point chaud qui se trouve à l'endroit où on a... J'ai pas la souris, ça, à chaque fois je mais on voit qu'il y a une traînée. C'est ça, en fait, la traînée qu'on voit ici, je sais pas si vous voyez, mais ça forme une sorte de diagonale, de coude même, En fait, c'est plus un coude, ça fait plein de petits points. Tout ça, c'est des volcans qui ont été formés à cause du même point chaud, enfin du même endroit sous terre, du coup, où s'accumule une sorte de... le magma, où ça fait une poche dans laquelle c'est ça, s'accumule le magma, et de temps en temps, il ressort. Mais comme la plaque, elle bouge au-dessus, en fait, le point ne bouge pas, le point chaud ne bouge pas, mais la plaque bouge, donc c'est comme si ça faisait des marques au niveau de la surface de la Terre. Vous voyez le bail un peu dans le chat? Ça va?
Un autre exemple, c'est la Réunion. Le piton de la fournaise. La Réunion est un bel l'île de la exemple Réunion. aussi, effectivement. Ouais. Voilà, on a piton de la fournaise. Alors c'est un peu plus dur à voir, mais vous avez ici piton de la fournaise. Vous montez sur les îles Mauritius, les îles Maurice, j'y arrivais, et vous pouvez continuer à voir ces bleus clairs là. Bah, c'est la croûte qui est plus proche du niveau de la mer, un peu plus proche, et donc on peut le suivre comme ça. Tout ça, c'est le même point chaud. Voilà. Mais donc dans le temps, c'est la plaque qu'on voit là était beaucoup plus au sud, à l'emplacement où maintenant on a l'île de la Réunion en fait. Et voilà. Et donc si je parle de ça, c'est parce qu'en fait l'Islande, c'est deux trucs, c'est deux choses. C'est deux phénomènes, c'est deux types parmi les trois volcanismes qu'on a décrits. L'Islande, il y en a deux en fait qui agissent en même temps, quoi. Donc c'est le bordel. Le magma qui se forme dû au fait que la croûte, la plaque bouge, s'éloigne, et donc ça permet au magma de se former et de remonter. Et à côté de ça, on a deux points chauds qui est actuellement localisé. Bougez pas. Voilà, c'est le point rouge que vous voyez ici. Et les deux lignes, c'est ce qu'on suppose, qu'on considère comme étant les traces de ce point chaud. Donc toute la roche formée par le magma qui vient du point chaud. Donc c'est les deux à la fois. C'est ce qui rend les choses un peu compliquées, mais aussi super intéressant, parce que c'est pas seulement un phénomène, c'est deux phénomènes qu'on retrouve sur la zone, et notamment pour l'éruption dont on va parler après, tout bientôt, qui est ici, sur la partie sud-ouest de l'Islande. C'est le petit point rouge qui est là, un petit trait rouge qui est ici. L'orange, c'est l'éruption de 2021. Ouais. Et ça vient justement principalement de la zone de la formation de la croûte océanique, parce que les deux plaques s'éloignent. La partie là part par là, la partie part vers le nord-ouest à gauche, et en dessous de la ligne verte, ça part au sud-est. Donc ça s'éloigne comme ça. Ouais, il faut comprendre là juste que la ligne verte qui est tracée, la petite ligne verte qui est fine là, donc elle coupe l'océan Atlantique en deux, et elle passe aussi par l'Islande, en plein milieu de l'Islande. Et en fait, c'est comme tu le disais un peu plus tôt, mais je le répète pour ceux qui éventuellement arrivent, c'est une zone au niveau de laquelle en fait vous avez du magma continuellement qui remonte et qui, on va dire, est étalé de part et d'autre de cette faille en fait, de cet endroit-là en fait. Et donc en fait vous avez un écartement progressif. Enfin, en fait l'Islande est en train d'être séparée en deux finalement. Il y a une partie à gauche qui va aller un peu plus à gauche et à droite qui va vers la droite, quoi. Donc c'est comme donc, si on attend suffisamment longtemps, en fait l'Islande sera deux blocs en fait. L'Islande en fait est coupée en deux. Ça va vraisemblablement rester qu'un bloc. Ah bon? Tant qu'il y a suffisamment de magma qui remonte. Ah oui, qui remonte, ça va faire de la matière en fait. L'île, ça va continuer à rester un bloc, mais ça va de plus en plus. Donc en fait ça va faire une île de plus en plus grande avec. Ok. C'est ça. Okay. Et je vais vous montrer une autre chose. Donc voilà, je voulais juste réexpliquer ça parce que c'est pas forcément ultra clair pour ceux qui n'étaient pas là. Mais voilà, cette ligne verte. On a le point chaud qui est ici, qui est le gros point rouge. Ouais. Et les deux lignes oranges là, à droite et à gauche, qui indiquent en fait les roches, les zones qu'on a détectées comme étant construites antérieurement par le magma remontant de ce point chaud. Et tout le reste globalement de l'Islande est principalement formé par cette formation au niveau des plaques qui s'ouvrent, qui s'écartent, et le magma qui remonte. Et je peux vous montrer ça. J'ai mis où? Il est là. J'ai peut-être trouvé le point chaud pour l'instant. Voilà. Et donc, en vert, là, les deux couleurs vertes que je vous ai mises, la couleur de surface verte, c'est la zone justement où ça s'ouvre actuellement. Ouais. Ok. Moi, quand j'ai actuellement, c'est là où on a les déplacements qui se font au cours des derniers millénaires, en fait. Et c'est pour ça qu'on a tous les volcans actifs en triangle rouge, quasiment tous, qui sont là. Dans cette zone-là, une zone où le magma remonte finalement. Et il a besoin de remonter, donc il remonte là où il peut, et il remonte au niveau de cette fracture, quoi. Et vu que c'est là où c'est fracturé, le plus fracturé, il remonte là où c'est le plus simple, en permanence. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une trouée qui a été faite en remontant, en fait, autant utiliser cette trouée puisque c'est déjà fait, c'est plus facile, il y a moins de pression pour la matière pour remonter à cet endroit-là. Après, ce qui va arriver, c'est que le magma peut venir refroidir dans ces fractures et bloquer et boucher, quoi. Ah ouais, c'est ça. Et donc à ce moment, ça va casser ailleurs. Ouais. Voilà. À cause de la pression, quoi. C'est ça. À cause du fait que ce soit bouché, le magma peut plus remonter à l'endroit où il y avait une ancienne éruption, donc il va essayer de se faufiler ailleurs et il va péter à un autre endroit. Mais souvent pas très loin non plus, quoi. Soupape un peu.
Et je vais vous montrer une autre image. En pareil, n'ayez pas peur parce qu'elle a beaucoup de couleurs, mais c'est pris du service géologique de l'Islande. Et vous avez toutes ces magnifiques lignes noires orientées nord-ouest, nord-est, sud-ouest, globalement, ou nord-sud, qui sont en fait indiquent les zones, comment ça s'ouvre. Vous voyez, au niveau de la zone rosée, globalement. Donc ces lignes noires, c'est vraiment les zones où ça s'ouvre au fur et à mesure. Et on a les volcans forcément sur ces zones-là, puisque c'est là où c'est le plus fracturé, et donc c'est le plus simple pour le magma pour remonter. Et le rose, c'est justement la couleur des roches formées les plus récemment. Donc on parle récemment, c'est au cours des 10 000 dernières années. C'est marqué en bas à gauche de la carte. Donc voilà. Mais là, donc, on n'est même plus... Enfin, comment tu dates cette roche-là? La date de naissance de cette roche, c'est la date lorsqu'elle... est au contact avec l'atmosphère terrestre, ou est-ce que c'est lorsqu'elle est formée en dessous déjà? Enfin, parce que moi j'aurais tendance à dire que là, il y a du matériau qui est tout neuf. Enfin, comment tu dates quelque chose? Enfin, quelle est la date de naissance de ta roche? À quel moment tu dis, quand tu dis une roche date de temps, c'est quoi en fait? Ta date de ton T0, il est quand en fait? C'est quand elle a refroidi, moins. C'est quand elle est devenue solide, donc quand elle est en dessous de 1000 degrés. Parce qu'à 1000 degrés, la lave est déjà solide. Vous ne pouvez pas la casser avec les mains, c'est pas possible. Même avec des barres, c'est pas possible. C'est vraiment solide. Et même, on peut dire, dès que ça passe le point, c'est quoi le nom? C'est point Curie, là où les éléments de fer vont se figer et vont enregistrer le champ magnétique terrestre au moment où ils se sont figés. Et donc, en fait, en analysant les mesures du champ magnétique terrestre, on est capable de détecter, de remonter sur à peu près quelle période, globalement, ça s'est fait par rapport aux autres roches autour. Et après, par analyse chimique, on est aussi capable, notamment par zircon et autres, en allant chercher les éléments, les isotopes radioactifs de certains éléments chimiques présents dans la roche, on est capable de remonter à la date de création, de formation de cette roche. Mais en fait, cette roche, elle est déjà formée, du coup, déjà dans la croûte. On est d'accord qu'elle ne se forme pas à la surface. Là, c'est là où on a une partie qui va rester dans la croûte et se former dans la croûte et se refroidir dans la croûte, puis une partie qui va arriver en surface, formant les coulées de lave, les structures. Du coup, les coulées de lave, c'est du matériau ultra récent. Du coup, elle est née. Il y a des roches qui sont nées aujourd'hui, en fait, on peut dire, non? Entièrement. Les roches qu'on voit. Oui, c'est ça. Les roches qu'on voit dans le live, là, ça se forme tout de suite. C'est aujourd'hui. Là, on voit du T0. Hein. C'est ça, on est d'accord. Par contre, les roches qu'on voit en haut à droite de l'écran, qui sont ocre au niveau couleur, c'est des choses qui ont moins de 10 000 ans. D'accord, ok, je comprends mieux. Oui, donc c'est une histoire avant 2020, l'éruption la plus récente de la zone, c'était 800 ans avant. Donc, ces roches qui ont peut-être 800 ans ou 1200 ans à peu près. Pour les ocres, les couleurs en haut à droite, ocre clair. Mais ça devient compliqué parce que là, pour un terrain aussi actif que l'Islande, tu dois avoir... Enfin, il y a des datations, enfin, il doit y avoir des roches de toutes les dates, parce que si c'est tout le temps actif depuis le début de l'histoire de la Terre, en fait, t'as des roches de tous les âges, quoi. Donc faire des cartes... En fait, là, on dirait que sur ta carte, t'as 4 couleurs, mais en fait, tu pourrais faire un arc-en-ciel ultra détaillé de roches. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on simplifie pour regrouper ensemble en fonction de l'information qu'on va faire ressortir. Donc, typiquement, je prends une autre carte ici qui montre la même chose, qui vient des travaux un peu long, hop, voilà, publié dans le journal scientifique Tectonics de Carson et al. En 2018. Et eux, ils ont identifié en rouge, je pense, c'est les séismes de mémoire, c'est ça? Il est passé où? Je suis passé trop bas maintenant. Voilà. En rouge, c'est tous les séismes. D'accord. Sur la période 2008-2016, c'est quand même pas mal. En jaune, on retrouve les zones qu'ils ont réduites au maximum pour identifier les zones les plus actives. Là où la croûte s'ouvre et le magma remonte. Et je sais pas s'ils ont mis. Après, il y a aussi des symboles, mais vous ne pouvez peut-être pas les voir pour indiquer les zones où on a les volcans. D'accord. Ouais, ah oui, ok, il y a aussi des symboles. C'est plus grand là. Donc voilà, donc c'est un autre exemple. Après, c'est toujours pareil avec les cartes.
on met les informations qu'on veut qui nous sont voir. le plus Oui, c'est ça. pertinentes. Voilà. Et celle que je montre au début, elle est compliquée, vraiment très compliquée, parce que justement, elle a beaucoup d'informations, parce qu'il voulait montrer justement la complexité de la roche, l'île, en fait, tout simplement. Que c'est C'est ça. en fait, c'est un pays qui est pas du tout uniforme sur le type de roche, parce que ça a été constamment... Après, ça dépend si on regarde en profondeur assez aussi. similaires. Parce que là, c'est la surface, là, non? Juste la couleur. Si Oui, on creuse, ça complexifie encore le... Ça complexifie encore un peu les choses, mais disons que ça n'a pas beaucoup changé. La chimie globale est la même, d'accord, globalement. Mais après, il y a des petites variations, dépendant si ça vient du point chaud ou si ça vient du fait de l'ouverture de notre plaque, de l'ouverture de notre croûte océanique. Ouais, c'est pas le même matériau, donc ça fout du bordel. C'est légèrement différent. C'est globalement la même chose, mais au niveau chimique, on voit des différences au niveau d'éléments chimiques particuliers. Donc je peux parler ici parce que ça va donner tout le monde, détails, et même moi j'arrive à ma limite en termes de compréhension. Mais voilà, et puis après des fois on a un mélange des deux. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est compliqué, mais c'est ce qui fait que c'est passionnant. Et il y a des gens qui dédient leur vie entière sur la compréhension justement des signatures chimiques des différentes roches qui permettent de comprendre de quel magma et quel processus géologique, point chaud ou ouverture d'un croûte océanique. Oui, c'est ça qui est vraiment technique après dans les débats entre géologues, c'est de reconstituer. En fait, le gros challenge, c'est que nous, en tant que naturalistes, on observe l'environnement, on identifie une roche, mais le problème, c'est que on veut essayer de comprendre l'histoire de cette roche, comment elle a été formée. Et en fait, comme on l'a décrit, enfin tu l'as décrit un peu précédemment, l'histoire est extrêmement complexe. Il peut y avoir plein de phénomènes avec des paramètres physiques changeants, pression, température, composition. Et donc c'est tout un challenge, tout un casse-tête extrêmement compliqué pour un géologue que de réussir à redécrire avec des modèles géologiques en fait, physiques, ce qui se passe dans le cœur de la Terre, parce qu'on n'y a pas accès directement, donc il faut faire des représentations, il faut utiliser des modèles et se dire alors qu'est-ce qui se passe si on considère que la roche avait initialement telle quantité de minéraux et si on la chauffe à telle température, comment elle fusionne, etc. Si on rajoute qu'il y avait de l'eau, donc altération de l'eau hydrothermale, machin, je sais pas quoi, enfin bon bref, genre en fait on voit un peu les difficultés, ça me permet de répondre en même temps à la question de Foxon qui disait qu'est-ce qu'il y a encore d'inconnu dans les géosciences, quelles sont les questions qu'on se pose est-ce que l'histoire de la géologie de la Terre est bien connue aujourd'hui ou est-ce qu'il y a encore des inconnus? Disons au cours du dernier siècle on a fait énormément d'avancées, c'est juste incroyable sur les derniers 120, 130 ans, mais il nous reste encore des choses à comprendre, justement cette complexité, et que la Terre, le fonctionnement de la Terre, là, 4 milliards d'années en arrière, n'est plus le même que celui d'aujourd'hui. Ah oui, c'est ça et aussi. On essaie aussi de comprendre comment il sera dans 10 000 ans, 100 000 ans et plus tard. Ouais, c'est un gros problème ça, parce que on analyse des choses des phénomènes qui ont lieu aujourd'hui et on essaie d'en tirer des conclusions sur du coup ce qui se passe dans la Terre, etc. Donc on a un fonctionnement, on sait comment la Terre grossièrement fonctionne aujourd'hui dans ses entrailles. Mais en fait, tu es en train de me dire qu'il y a 4 milliards d'années, la Terre n'était pas dans les mêmes conditions de composition, etc. à l'intérieur, c'était pas la même organisation. Et donc, en fait, probablement, l'activité géologique n'était pas tout à fait la même. Et donc, ça rajoute une couche de complexité supplémentaire dans l'analyse des phénomènes et de ce qu'on a aujourd'hui. Oui, je vais vous montrer là, justement, pour montrer comme exemple, une très bonne étude qui vient de sortir, qui est toute récente, qui date de 2022, là, ces dernières semaines, fait par Bidenman et al. Al, c'est pour tous les autres co-auteurs, ça ne prend pas tous ces cités parce que ça prend trop de temps, qui ont étudié les roches de l'éruption de 2021 en Islande, donc sur la même zone. Donc je vous zoome. Donc on est ici, vraiment, et l'éruption actuelle au nord, elle est vraiment juste dans le coin nord-est du triangle du carré rouge que vous voyez. Et donc toute la zone rouge, c'est l'éruption de 2021 qui est quand même grande, ça a duré de mars à septembre 2021. Et à côté, là, tu as tous les points d'échantillonnage des roches qu'ils ont fait. Ah oui. Les chiffres blancs. Donc, il en a beaucoup. On voit que le chiffre monte à 97 ici. Est-ce qu'ils ont montré ils ont juste montré tous les échantillons qu'ils utilisent pour leurs analyses dans l'étude, ce qui est déjà énorme. Ils ont bossé depuis
depuis tous ces mois là, ils ont pas traîné Ça. les géologues, hein. Ils ont attendu que ça se refroidisse et après, ou alors même ils ont pris. Est-ce que justement ça pose des questions l'échantillonnage? Comment ils réalisent l'échantillonnage là? Ils attendent que ça se refroidisse et qu'après tu peux le prendre et le mettre dans ton tube à essai. J'exagère le trait, mais est-ce que c'est ça ou est-ce que aussi le géologue il est pas friand de la matière un peu primaire qui sort et le plus t'attends, le plus aussi en refroidissant, elle risque de se modifier et être moins représentative de ce qu'elle était. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une notion d'altération donc il vaut mieux analyser, une roche qui vient juste de sortir entre guillemets. C'est quoi l'approche du géologue là par rapport à ça? On a deux aspects. Quand on peut prendre des échantillons sur place, on le fait dans les conditions de sécurité, bien évidemment. Donc à ce moment, on prend la lave qui s'écoule, on la plonge directement dans de l'eau ou dans de l'azote liquide pour la tremper, donc la refroidir instantanément pour qu'elle se fige. Et comme ça, après, on peut analyser la roche directement. Quand c'est pas possible, on prélève la roche et on va chercher en fait dans cette roche des minéraux. L'olivine, par exemple, qui est un minéral, dans lequel, quand le minéral se forme, il se crée, il grandit, il va piéger, s'il grandit suffisamment vite, il peut piéger une partie de ce magma dans lequel il se forme. Et en piégeant ce magma, si on va chercher par année chimique la petite poche, mais vraiment minuscule, qui fait quelques microns d'épaisseur, on est capable de connaître la chimie du magma qui a créé cette lave. D'accord, mais ça c'est quand on veut faire une analyse rapide et instantanée du... Non, c'est long. Non, c'est long. Mais on est obligé de refroidir, là. On est d'accord que tu passes aussi par un refroidissement, non? Si la lave est déjà formée et qu'on attend qu'elle soit... Oui, on attend qu'elle se refroidisse toute seule, oui d'accord. Voilà. Et en refroidissant, elle peut encapsuler, comme par exemple l'olivine que tu disais. Voilà, l'olivine est formée dans la chambre magmatique à quelques kilomètres de profondeur, mais elle va remonter avec le magma. C'est elle qui va refroidir en premier, non? C'est ça? Tout va refroidir en premier, mais vu qu'elle a grandi elle a pu grandir suffisamment vite en piégeant un petit peu de liquide, quelques microns en volume, dans son cristal, nous on va aller chercher par année chimique ce qu'il y a dans ce cristal qui est minuscule. Donc ces analyses qui sont super pointues, on les fait forcément pas sur un échantillon, mais on en fait sur le plus possible pour avoir une idée de la composition. Donc s'approcher le plus possible de la composition réelle de ce magma en fait. Donc il y a des micro-poches de liquide qui sont piégées dans des roches qui ont refroidi quoi. C'est ça. Le magma quand il est refroidi, il a un autre nom, comment on appelle ça? On appelle ça... La lave. La lave c'est... Tout simplement. Mais la lave c'est pas forcément liquide, hein. Quand il est refroidi, qu'il est solide, c'est toujours de la... Voilà, alors c'est... Oui, comment on appelle ça? On parle de magma quand c'est encore... quand c'est en fusion et que c'est sous terre. Dès que ça arrive en surface et que ça a perdu ses gaz, donc CO2, H2O et SO2, on dit que c'est une lave. Une fois que ça refroidit, on va parler de roche volcanique et on va lui donner le nom basé sur sa composition de silice et de sodium-potassium. Je ne vais pas vous montrer le schéma ici, mais en gros, on a toute une classification. Et pour ce qu'on a pour l'Islande, ce qu'on appelle des basaltes, donc c'est des roches qui ont des taux de silice entre 45 et 50% environ. Et c'est le taux de silice qui va principalement déterminer quel type de magma on a en fait. Ok. Donc ça là, tu parles un peu de la classification, de comment les géologues ils font pour mettre dans des cases les différents types de magma qu'ils ont. Ils vont analyser la roche volcanique, ils vont analyser la composition chimique, voir qu'est-ce qu'il y a comme élément du tableau périodique dedans, faire éventuellement des analyses isotopiques peut-être, je sais pas. Aussi. Et donc ça va leur permettre de dire bon bah cette roche volcanique là, elle appartient à telle classe, celle-ci à telle autre, etc. C'est ça. Ok. Voilà, donc je vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est super compliqué aussi, super pointu. Ouais, bien sûr, j'imagine. Je vais juste perdre tout le monde et que ça apporte pas grand-chose. Bien sûr. Et parce qu'en fait, ça me rappelle, je fais un petit parallèle avec ce que je connais sur justement l'attribution, enfin l'identification des météorites. C'est aussi extrêmement complexe et ça se rapproche, c'est une géoscience quelque part aussi parce que on va récupérer la météorite si possible lorsqu'elle est tombée sur Terre et on va essayer de pas trop traîner pour la récupérer et faire tout un tas d'analyses avant qu'elle soit trop altérée par l'environnement. Entièrement. Et c'est cet ensemble d'analyses
analyse de composition chimique entre autres qui va permettre de la classer dans une ou l'autre des catégories de classification. Et en fait, après aussi, la composition nous renseigne sur l'histoire. En fait, c'est ça, parce que l'objectif, c'est pas juste de mettre des objets dans les cases et de dire bon bah telle roche, elle appartient à telle case. C'est de dire bon bah cette typologie globale de roche, on pense qu'elle a été formée avec ce scénario-là à l'intérieur de la Terre, etc. Elle a subi telle variation de température ou de pression, elle a été en contact avec tel type d'espèces chimiques, de l'eau ou pas de l'eau, etc. Donc en fait c'est ça un petit peu la difficulté des sciences naturelles. En fait, elle est soulignée. J'essaie de balancer un peu des messages un peu globaux aussi pour prendre, pas seulement parler de volcanisme, mais pour parler un peu de sciences nat en général. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que la difficulté des sciences nat, c'est ça, c'est que le naturel est extrêmement complexe et que nous, en tant que pauvres humains qui avons besoin de schémas un peu simples et de ranger les choses dans des cases, bah, on va essayer de dresser un petit peu des portraits généraux, des scénarios possibles et pour pouvoir avoir une connaissance qui soit plus allégé avec on va dire des scénarios, des phénomènes qu'on arrive à appréhender quand même et qui ne soient pas tous uniques à travers la Terre, quoi. Même les si on peut... les processus peuvent être un peu... correspondent au mieux à la réalité, en fait. Ouais, c'est ça. Et là, je trouve que le volcanisme, il souligne encore la complexité des sciences naturelles avec la difficulté que c'est de retracer l'histoire en fait d'une roche volcanique en fonction de ce qu'elle a vécu et où est-ce qu'on la prélève, etc. Et comme tu l'as souligné un peu plus tôt aussi, les différents types de volcanisme n'aident pas forcément non plus à dresser des schémas un peu tout faits, quoi. Voilà. Oui, exactement. Donc ça permet aussi de répondre à la question des gens qui disaient qu'est-ce qu'ils ont encore à faire les géologues sur Terre, est-ce qu'ils n'ont pas déjà tout compris? Plein de choses, énormément de choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on va continuer de parler un petit peu de l'Islande ou d'autres choses. D'ailleurs là en fait, normalement il nous reste qu'une demi-heure parce que les 20h30 on va finir vers 21h plutôt. Je sais que j'ai peut-être raté des questions, donc c'est le moment de les reposer si vous voulez. Ouais. Donc voilà, on peut reparler de l'Islande comme reparler de concepts un peu plus généraux en volcanisme ou parler d'autres types d'éruptions parce que aussi tu t'es intéressé à d'autres choses. Est-ce que tu vas parfois dans le cadre de ton travail? Bon là c'est plus ton travail en ce moment. C'est plus mon travail maintenant, mais à l'époque quand je travaillais sur les volcans qui m'étaient attribués, ceux de mes projets, j'y allais chaque année pour 3 semaines à 1 mois pour justement faire les mesures et étudier sur place. Et on n'y va jamais seul, on est toujours en une équipe de différents chercheurs provenant de différentes universités et d'observatoires même. Donc quand je travaillais en Indonésie, je travaillais avec les Indonésiens des observatoires indonésiens et aussi des personnes de l'université de McGill à Montréal. Moi-même, là où j'étais, c'était à Simon Fraser à Vancouver. Puis on peut aussi travailler avec d'autres personnes qu'on croisait, qu'on savait qui travaillaient aussi sur le même volcan, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que dans les publications, c'est jamais un nom, c'est plusieurs noms, c'est toujours des coopérations, des collaborations, parce qu'on a besoin de savoir plein de choses et qu'on peut pas tout savoir. C'est pas possible. Il y a trop de connaissances à maîtriser. Donc chacun a ses spécialités. On a tous le même bagage, mais après on a chacun ses spécialités et on interagit les uns avec les autres, on échange, on travaille ensemble pour justement réussir à comprendre les phénomènes, les processus, les dangers dans le cas des volcans, tout ce qui est partie compréhension des processus éruptifs, comme là en Islande avec les coulées de lave, les fontaines de lave, ça pose des risques, des aléas, et donc après on va étudier ces aléas et voir quels risques ils peuvent présenter pour les populations. Donc ça, oui, ça a un impact direct parce que c'est vrai que on a parlé beaucoup de l'aspect fondamental pendant cette soirée, mais en fait, il y a un vrai intérêt aussi pratique à anticiper les éruptions et connaître le type d'éruption que c'est d'ailleurs, parce qu'elles sont plus ou moins dangereuses pour les populations, quoi, et anticiper s'il y a des déplacements à faire, quoi. Et si ça te va, je te propose de te montrer à quoi ressemblait l'éruption actuelle en Islande
le jour où ça a commencé. Oui, parce que justement, en fait, c'est marrant parce que j'ai complètement oublié, mais on t'a parlé de l'éruption de 2021 en montrant la zone et en montrant tous les prélèvements qui ont été faits. Il y en a beaucoup. Mais là, en 2022, on en est où? Qu'est-ce qui se passe là? C'est où sur la carte? Alors, on est toujours à capitale Reykjavik et ici. C'est où? Attends, pardon. Reykjavik. Alors, Reykjavik, c'est là. C'est vrai que j'ai pas le pointeur. À chaque fois, j'oublie que j'ai pas le pointeur. En plus, elle apparaît pas. Ouais, ok, c'est ça. Ok, le zone urbaine ici. Yes. Je recule, je zoome. Et 30 km au sud-ouest, on a la zone orange, qui est la zone de l'éruption de 2021. Ouais. Tous les petits triangles noirs et le triangle rouge que vous voyez sont les points de sortie de l'éruption en 2021, parce que il n'a pas eu un point de sortie, il en a eu plusieurs, et ça a évolué au cours des semaines, des mois. Ils sont ouverts les uns après les autres. Il y en a un qui a pris le pas sur tous les autres, qui est celui en rouge, le cône numéro 5. Et donc tout ça, ça fait énormément de coulées de lave qui se sont donc recouvertes sur toute la zone qui est en orange en fait. Et, et sur la zone, par exemple à droite ici, la bordure droite, si je zoome dessus, et ben, ça fait environ 30 mètres d'épaisseur. C'est-à-dire de mars à septembre, le volume, la hauteur de lave qui s'est accumulée, c'est 30 mètres. 30 mètres, c'est 10 étages. Ah ouais, c'est ouf. Et pourtant, on n'est pas juste à côté. On n'est quand même pas juste à côté de l'éruption, on est à... c'est comme si, il y a un méga immeuble... C'est ça, on est à 2 km et quelques. Sachant donc se dire qu'au moment, à la zone où il y a le plus de magma qui s'est accumulé, tu vois la ligne jaune mec, quand elle bouge? Ouais, je montre, ça se voit, ça se voit la ligne jaune. Ça c'est cool, regarde, je peux utiliser ça pour montrer ce que je fais. Ah, nice. C'est bon, on a un outil pour montrer les choses, trop bien. Après 1h30 de stream, ça peut être pratique. Ça. Et ben, ce code numéro 5, à cette zone-là, on a peut-être 80 à 100 mètres, j'ai plus les valeurs en tête, donc je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est clairement plus que 50 mètres. Ouais. Et donc la petite vallée qui existait sur la zone, elle est entièrement engloutie. Et c'est intéressant parce que si j'enlève ça, parce que ça va être autre chose, voilà. Là, sa topographie, et si je zoome, ici la ligne rouge, c'est la zone à peu près, grosso modo, c'est pas super précis, mais c'est en gros la zone où... Pardon, la fissure s'est ouverte le 3 août dernier pour l'option de 2022. D'accord, donc là jusqu'à maintenant, juste pour les gens, là on parlait que de 2021. La zone orange qu'on vient de montrer, c'est 2021 et c'est l'éruption de mars à novembre qui a accumulé toute cette quantité de matière. Là on parle maintenant de 2022 et donc là c'est cette faille, ce trou rouge là, enfin cet endroit. C'est ça. Donc là ce que vous voyez ici sur l'image, si je reprends mon petit outil, ça peut pas mal. Voilà, voilà. Toute la zone ici, en fait, c'est une ancienne image. Pardon. C'est une image qui date de 2000, avant l'éruption de 2021. D'accord. Et si je la ferme et que je clique sur ça, Google est tellement bien, faire la pub à Google encore une fois, c'est qu'ils ont mis une image à jour pour courant de l'année dernière, où on voit justement le cône numéro 5 qui est là. On voit les autres cônes qui sont de part et d'autre, grosso modo. Bon, après, c'est dans les nuages, donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et on voit déjà les laves à l'époque qui commençaient de lave de 2021 là, qui a avancé vers l'est, notamment. Et toute cette zone-là, et on a dit ici, c'était 30 mètres d'épaisseur. Ah oui, alors que là, il n'y a rien, pour le moment, il n'y a rien à l'époque. Et 30 mètres, c'est en gros, c'est jusqu'au quasiment le talus qui est là. Ouais, c'est ouf. J'ai oublié que j'ai toujours pas souri. Ouais, moi je me souviens du talus. Vous fermez les yeux, les viewers, est-ce que vous voyez un talus? Imaginez un talus dans votre tête. Regardez, après réouvrez les yeux, vous voyez le talus. Ferme les yeux, j'imagine un talus. C'est quand même super impressionnant, tout le volume de lave qui est sorti. J'ai plus le volume total, mais il y avait une estimation qui a été faite et c'était comme énorme. Et donc actuellement, l'éruption à nos jours, l'éruption, la lave qui part d'ici, du trait rouge, elle a atteint déjà cette bordure ici. Ah ouais, le même, elle a déjà atteint la bordure qui avait été atteinte en 2021, sachant qu'en 2021, ça a mis 6 mois là, c'est ça? C'est ça. Là, ça va plus vite parce que c'est déjà à peu près au même niveau. Et que la pente est plus raide. Donc ici, ça... et plus, c'est pas forcément plus raide, mais disons que la topographie qui s'est créée durant l'éruption de 2021 favorise l'écoulement de la lave en 2022 vers cet endroit-là. Ah oui, donc c'est super intéressant parce que en fait une supposition, c'est que la lave vienne ensuite passer par, je vais garder mon outil, ce sera plus simple, passer par là, ici, descendre là, parce que c'est là où la topographie est la plus basse, et venir vers le sud. Donc c'est les pronostics, ça.
Ça, c'est le pronostic que C'est tu ce mets qui en est jaune. envisageable. C'est ce qui est envisageable. Donc là, par rapport à la topographie de ce qu'on sait du terrain et des pentes et tout ça, a priori, elle devrait continuer à faire donc à se diriger selon la barre jaune que tu mets. C'est ça. Et je donc mets le dénivelé. Waouh, putain, On passe à l'animation. peu près de bien fait. 140 mètres, on passerait au niveau de la mer, pas loin. Elle se jetterait dans la mer, quoi. C'est ça. Bon, ça combien de va. temps ça va mettre? On ne sait pas. Il y a des gens qui habitent ici, là ou... Non, pas à ce niveau-là, mais là, une ça. route avec des trucs avec des câbles de télécommunication, donc c'est un peu relou, ça. Mais notre risque, c'est que ça parte vers le nord, parce que au fur et à mesure que la lave, c'est pas de l'eau, la lave, ça s'accumule. Ça s'accumule, si ça fait des étages, des immeubles de 10 étages, on s'imagine que risque, ça fait... si on... C'est ça. Oups, faut que j'enlève celui-là. J'efface ça. Si on prend la topographie avant l'éruption, grosso modo, et que je pars plein nord, on voit que ça monte. Donc, avant que ça arrive vers là-haut, on a le temps quand même. Il faut que ça comble tout. Surtout si ça part vers le sud-est actuellement, il y a peu de chances que ça vienne tout combler. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Voilà, comme on a vu qu'en 2021, l'éruption, elle n'avait pas un point de sortie, mais elle a eu plusieurs points de sortie. Tous ces triangles qui sont arrivés au fur et à mesure des mois qui sont formés, la lave est sortie. Donc le 1 d'abord, puis après c'était 1 ici. 1, puis après c'était 2, puis après c'était 3, puis 4, puis 5. Vous voyez, ça a bougé. Ah oui, ça c'est l'ordre dans lequel il y a eu les sorties, c'est ça, c'est les triangles? C'est ça. Ok, trop bien. Et pour l'instant, ça sort juste actuellement ici. Ouais. Et en fait, mais rien ne dit que ça peut pas sortir plus au nord ou plus au sud. Et ce qui est fou, c'est que déjà, ça sort à un seul endroit et il a suffi de juste cet endroit-là pour recouvrir déjà, pour aller déjà jusqu'à là, jusqu'au... Donc c'est fou parce que là, ça fait combien de temps du coup l'éruption? Depuis le 3 août, donc ça fait 2 jours. Semaines. Ouais. Donc ça peut aller peut aller vite quoi. En fait on sait pas ce qui nous attend, donc le pire peut encore venir, comme aussi ça peut se calmer quoi. En fait là c'est difficile d'anticiper. Ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, on sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que toutes les structures qui sont ici, vous voyez celle-ci par exemple, si je reprends mon outil, hop. Ah non, faut que j'enlève ça parce qu'à chaque fois je mets le dénivelé maintenant, ça va pas aller. En ligne jaune, la ligne jaune. Cette crête là, c'était aussi une fissure d'éruption qui a eu lieu au cours des 10 000 dernières années, qui a créé cette topographie. À côté, on a une autre topographie aussi, ici. Pareil, ça fait une ligne. D'accord. Et ainsi de suite. Là, de plus on peut continuer comme ça. Ah oui, ces lignes, elles sont issues des coulées, quoi. C'est là où les fractures sont, donc c'est là où le magma remonte. Ah oui, pardon. Et c'est pour ça que ici, on a en 2021 tous ces triangles qui sont alignés parce que c'est la zone de fracturation de faiblesse. Donc le magma est monté là. Donc là, on a une nouvelle zone de faiblesse qui s'est activée avec les lignes rouges, mais rien ne dit que ça peut pas partir. Si je me prends quelque part comme ça. Plus au nord, plus au sud, on ne sait pas. À voir comment ça va évoluer. Ok. Donc suspense quoi, c'est vraiment là. C'est ça. Donc tant que ça part pas plus au nord, rigueur, c'est pas la fin du monde. Par contre, si ça part plus au nord à un moment donné ou à un autre, on a un souci, c'est que la route principale qui va de l'aéroport international à la capitale, il est en plein milieu quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça va causer des problèmes de circulation. Je pense pas qu'il y ait d'habitation sur la zone dans tous les cas. Ou s'il y en avait, pour être évacué dans tous les cas, donc à temps. À surveiller de près quoi. Voilà. Donc c'est ce qui fait que la zone est présente comme un risque parce que si ça va au nord ou au sud, ça va comme couper des routes importantes à un moment donné ou à un autre. Mais bon, pour l'instant c'est plus au sud qu'au nord, donc on est tranquille. Et ça part même vers l'est pour l'instant. Est, et après on verra comment ça part. Théoriquement vers le sud. Ouais. Merci pour cette explication. Voilà. Donc c'était pour l'explication globale et juste pour comme vous te montrer à tout le monde à quoi ça ressemblait à l'époque, parce que l'avantage des vidéos de nos jours, c'est que des gens sur place. Attendez, on a la pub. Super, mais c'est toujours comme ça de manière. Hop, on passe. Voilà. Alors c'est une chaîne que j'aime beaucoup, c'est une chaîne de médias islandaise, Reykjavik Grapevine, et moi j'aime bien ce qu'ils font. Et ce qui est sympa, c'est dans leurs vidéos qui datent, allez, j'y arrive, ça ressemblait grosso modo à ça. Ça c'est 2021, ça, c'est ça? Non, 2022. Ah, c'est celle d'aujourd'hui, ça. Okay. Le 3 août. Ou le 6 août. Non, je crois qu'ils l'ont fait le 3 août. Ou les... Là, il est vraiment pas loin de la faille, du coup, c'est cool. Il est pas très très loin,
il a quand même, il est en hauteur, hein. Ça se voit pas, mais en fait, il est en hauteur. Donc là, Ah oui, il y là, a au moins 50 mètres jusqu'au bord noir, de la coulée fraîche, et puis jusqu'à là où ça jaillit, il est peut-être à 150 mètres, D'accord. 200 mètres. Donc il est pas si près que ça non plus. Et si j'avais retrouvé une vidéo, alors on voit les coulées de lave qui sont au fond, on voit la colline qui est en fait la colline qui est là, cette grosse En colline, fond, c'est ça, ouais, d'accord. voilà, qui est au fond. J'ai trop de choses ouvertes, je vais fermer 2-3 trucs parce que je m'en sors plus. Hop, voilà. Ah oui. Et je vais repasser. Donc on a le champ noir qui est vraiment très noir avec blanc, c'est celle de 21. Partout c'est gris, blanc, voilà, rouge, très rouge, c'est tout ce qui est aujourd'hui, avec du noir très foncé. La limite des fois entre 2021 et de nos jours est très dure à voir. Donc faire très attention, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'approcher, qu'il ne faut pas essayer de marcher sur la lave. Parce que rien ne dit que la lave ne circule pas dans des conduites de l'éruption de 2021, parce que la lave, en avançant, elle peut refroidir très vite en surface, créant ce qu'on appelle des conduits de lave. Et ces conduits de lave, ils ne sont pas visibles en surface, mais ils peuvent s'effondrer. Ouais. Et la lave peut réemprunter ces conduits plusieurs fois, sur plusieurs éruptions. Donc toujours être super prudent. Ouais. Ça, ne jamais aller sur des couilles de lave qui n'ont que quelques années. Est-ce que c'est pas un peu dangereux d'y aller sans masque là, comme il fait? Enfin bon, il a son petit foulard, mais bon, vu le vent, il risque rien. Il n'est pas au niveau des gaz. Après, on va en parler. Donc, peut-être qu'il sentira comme une odeur de soufre. Hein. Ouais. Ça, c'est pas impossible. Mais s'il reste que, on va dire, quelques heures, il est pas, du moment où il n'est pas dans ces nuages blancs, c'est bon. Par contre, si quelqu'un a de l'asthme, est sensible à des problèmes asthmatiques, moi je lui déconseillerais dans tous les cas d'aller voir une éruption, parce que ça pourrait déclencher une crise d'asthme. Donc voilà. Pareil avec les jeunes enfants, n'amenez pas les jeunes enfants sur des zones éruptives, c'est dangereux pour leurs poumons, pour leur développement. D'accord. Ce genre de choses. Bah là, voilà, typiquement, ça c'est la zone nord. Cette zone qu'on voit devant nous là, ça c'est la zone qui est dans les nuages ici. Ok, je vois. Ouais. C'est ce qu'on voit, c'est dans les nuages. Et c'est en hauteur, on voit que ça plonge de la topographie, et on voit la magnifique fissure qui est là. Voilà. C'est ce qui jaillit à gauche. Là, ça se voit, là, ça se voit que c'est un trait, que c'est bien une faille, un trou. Et on peut voir le changement de topographie aussi sur la droite. Vous voyez, ça fait. Alors, je peux pas vous montrer avec le pointeur, non, mais moi je crois que je vois, ça fait ça fait rouge, ça fait une espèce d'entonnoir rouge. Et en fait, parce que la différence de topographie, la lave, je vous l'ai dit, c'est pas de l'eau, hein, c'est vraiment un fluide visqueux. Donc dès que ça commence à refroidir, ça s'accumule. Et donc ça fait des couches à différents niveaux. Et forcément, la lave va toujours essayer d'aller là où c'est le plus simple. Est-ce qu'il fait pas trop chaud là où le gars est c'est supportable, Ça va dépendre du vent, ça va dépendre ce qu'il a le plus proche de lui. Est-ce que c'est une lave qui s'est déjà déposée là quelques jours, plusieurs heures, qui a déjà commencé à refroidir, ou si c'est quelque chose de très rouge ou qui est tout frais, parce que le rayonnement, ça chauffe énormément. Donc le rayonnement, c'est la chaleur émise par la lave, qu'on ne voit pas, mais qu'on voit en couleur comme ça, qui sort vraiment la nuit quand c'est bien rouge. Ça oui, effectivement, de toute manière, vous ne pourrez pas vous approcher à moins de 30-40 mètres sans équipement, en général, parce que la lave est à 1200 degrés, donc le rayonnement est tel que de toute manière vous sentirez le mur de chaleur. Chaud, là je peux pas aller plus loin, c'est pas possible. Trop chaud. Donc voilà, donc après pour s'approcher il faut avoir le casque, il faut aussi avoir masque à gaz tant qu'à faire, il faut avoir des habits qui vont réfléchir le rayonnement de la chaleur justement, et qui vont aussi isoler de la chaleur. Et même quand on fait des prélèvements de lave avec les équipements, on n'y reste pas longtemps, on y reste quelques minutes, parce que c'est super chaud, on tient pas. Moi je me rappelle quand j'ai fait pour le Python de la fournaise du Euro Master, on l'a fait 2 fois. On a échangé avec l'autre étudiant avec qui j'étais. On s'est échangé les places. Un tenait le bouclier de protection, plus on était habillés en tenue argentée, et avec les visières, etc. Et l'autre prélevait la lave avec la barre en titane. Puis on a rechangé, on a fait l'inverse. Mais on tient pas très longtemps parce qu'il fait super chaud. Donc on fait le plus vite possible et on s'éloigne directement dès qu'on a la lave. On reste pas à côté. On fait 10-15 mètres pour pouvoir récupérer un peu de la chaleur et plonger la lave dans notre seau d'eau pour la refroidir immédiatement.
J'ai des questions en rapport avec les émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est vrai que c'est connu que le volcanisme, il émet quand même pas mal de gaz à effet de serre. Tu as parlé de CO2. Est-ce qu'il y a des... Aujourd'hui, c'est des phénomènes naturels qu'on essaye de maîtriser un peu au niveau émissions, ou on a Alors, du coup vraiment maîtrisé, quoi. On peut pas les maîtriser, c'est pas possible. Là, eu une époque, de temps en temps, on peut trouver des idées un peu folles, même pour dire totalement connes, pour essayer de mettre des dômes au-dessus des cratères pour empêcher les gaz. Mais ça sert à rien. Je veux dire, le temps qu'ils construisent le dôme, les métaux et le béton qui vont être utilisés pour construire le dôme, on va être totalement altérés par les gaz acides qui vont se désagréger. Donc, ça sert à rien. Puis même si ça tient, ça va tenir quoi? Ça va tenir 6 mois, 1 an, 2 ans. Et puis après, le gaz, il va quoi? Il va s'accumuler dessous. Il va s'accumuler en dessous. Il va faire quoi? Il va faire effet cocotte minute et ça va exploser. Donc, non, on peut pas l'empêcher. Après, il faut se dire que naturellement, chaque jour dans le monde, on a 40-50 volcans en éruption. Donc, les volumes de gaz dans l'écosystème Terre, c'est quelque chose qui est normal pour la Terre. C'est normal dans l'écosystème de la Terre. Donc, c'est pas sur ça qu'on doit jouer. Ça, c'est normal, c'est naturel. C'est là dans tous les cas. Là où il faut qu'on joue, c'est sur ce que nous on émet, sur ce que nous on crée. Bien sûr. Parce que ce qui sort naturellement de la Terre, c'est comme ça, c'est dans l'écosystème, dans l'équilibre naturel des choses. Donc ça sert à rien on peut pas venir l'empêcher ou le diminuer. Est-ce que, vu les quantités, parce que tout à l'heure tu parlais, tu comparais les épaisseurs de roches à des étages d'immeubles, moi ça me paraît être des quantités astronomiques. Est-ce qu'il y a des entreprises un peu farfelues qui se sont dit on va faire de la récupération de tous ces matériaux on va dire peut-être c'est un peu moins farfelu dans le cadre d'une société qui va peut-être être en pénurie de certains métaux et de certains éléments, comme tu me disais qu'en plus dans certains cas le magma pouvait être riche en certains éléments. Est-ce que c'est un projet délirant que d'essayer de récupérer cette matière-là qui a l'air d'être disponible pour nous, ou alors c'est de la science-fiction là ce que je raconte? Si c'est de la lave qui sort, c'est idiot en soi, dans le sens où ça n'a pas de sens économiquement, puisque c'est toute petite quantité, par exemple pour l'or, le cuivre, le fer, tous les métaux intéressants, le fluor, etc. C'est toute petite quantité en fait. Donc, c'est des fractions. Il faudrait sur un bloc de roche, par exemple celui-là que j'ai en main, c'est un basalte aussi qui vient du Nicaragua, du volcan Masaya. C'est 45 à 50% de silice. Le silice, c'est le verre. Donc déjà, 50% qu'on peut rien faire avec. Puis après, dans ces 50%-là, on a plusieurs pourcents qui vont être du sodium, du potassium, d'autres qui vont être d'autres trucs, ainsi de suite. Et ce qui fait qu'en fait, les choses vraiment utiles, déjà pour les séparer de la roche, ça a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup de travail métallurgique, et en termes de rendement énergétique, ça sert à rien en fait. Autant directement aller chercher ces éléments dans les zones où ils sont déjà concentrés et qui sont anciens. Ok, je comprends. Donc l'éruption, ça c'est comme ça. Donc les premiers jours de l'éruption, là c'est à peu près autour du 5-6 août. Et si vous voyez donc la magnifique traînée rouge qui jaillit avec des belles fontaines de lave, c'est très très beau. On voit à gauche de la traînée rouge quelques cônes qui commencent à se former, des petits cônes. Et si on regarde comment c'est de nos jours, c'est totalement différent. Ça, c'était quand la première vidéo, les images de... C'était le 5-6 août. Et là, c'est aujourd'hui, donc 2 semaines plus tard, en gros. Le 13 août, ça c'est le 13 août, on voit qu'il reste plus que 2 points de sortie principaux, un en plein milieu où ça jaillit bien, puis un petit peu à gauche, et tout le reste a disparu et a été englouti sous la lave. Ensuite, il y en a encore un autre à droite, on peut voir la lave qui sort doucement, mais ça jaillit pas, c'est une coulée de lave, plus sur la droite de l'écran. Et on peut voir cette magnifique coulée de lave qui se forme et qui vient s'écouler, comme on a vu, vers le sud puis vers l'est, qui est le coin en haut à droite de l'écran. Super. Impressionnant. Et si on regarde notre vidéo, et ça c'est par drone, franchement les drones de nos jours c'est juste incroyable les vidéos qu'on a. On voit cette coulée là qui s'écoule justement vers le sud et après part vers l'est et qui recouvre les coulées de 2021 en fait. Ouais, bien sûr, ça reprend le terrain. C'est pour ça que le terrain est déjà noir, hein, pour ceux qui se demandaient, qui viennent d'arriver. C'est ça. On est sur une surface qui a déjà subi l'écoulement de l'année dernière, donc de 2021 entre et là, mars et novembre. Le front où c'était en date du 13 août. Et on voit qu'en bas d'écran, ça continue encore sur la droite, vers l'est. Ça continue. Ok.
Et si on regarde juste maintenant, aujourd'hui, avec le live, et ben on peut voir qu'on a toujours, j'ai reculé un petit coup d'un journée pour avoir une vue du on dôme. rappelle qu'il y a un direct qui est disponible sur la chaîne islandaise. Ruve.is, si vous faites Ruve dans YouTube, Islande 2022, vous trouverez les liens directement des chaînes. Et on peut voir que le cône, n'a plus que lui, et il se construit au fur et à mesure. Hein. Donc le cône, il se construit par des projections de lave qui retombent. Et on voit que ça bouillonne quand même bien, et la lave s'écoule tranquillement. Voilà. Ok, je vais prendre quelques questions, et parce qu'on arrive bientôt à 21h, ça va bientôt être la fin, on va faire aussi des petits résumés sur les principaux messages qu'on a évoqués aujourd'hui. Déjà, il y avait une question, est-ce qu'il y a une valorisation qu'on peut faire du volcanisme, récupération d'énergie, température, etc. L'Islande se sert un petit peu alors l'Islande se sert de la géothermie, mais alors l'électricité en Islande provient principalement des barrages hydroélectriques qu'ils ont. Parce qu'ils ont d'immenses glaciers et d'immenses rivières pleines d'eau. Eux, comme pas par chez nous où ça devient la merde, excuse-moi pour le terme, pour beaucoup de rivières et de fleuves en Europe. Donc c'est principalement 80% par hydroélectrique et environ 20% par géothermie. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur des volcans comme, je vais prendre ça, ce sera plus simple, différents volcans, ils ont plusieurs qu'ils utilisent pour la géothermie, des volcans qui ne sont pas en éruption, qui pourraient rentrer en éruption un jour ou l'autre, mais c'est toujours des volcans actifs. Le nord est là, on va vers le centre-nord de l'Islande. Et là, on a Askja, donc on va à Krafla, voilà, qui est un volcan, et qui est très connu parce qu'ils ont d'immenses centrales géothermiques sur Krafla. Et ici, et si vous avez l'occasion d'aller en Islande, allez les voir. C'est vraiment très impressionnant. On peut voir tous les tuyaux ici, voilà, qui circulent. Et donc, ces tuyaux vont sur des puits de forage qui vont chercher des eaux à 200-300 degrés qui sont à quelques centaines de mètres de profondeur parce que le flux de chaleur est tellement important qu'ils n'ont pas besoin d'aller très très profond. Et sur cette zone-là, quelques années en arrière, ils ont fait un projet qu'ils ont réalisé pour forer directement dans une poche de magma, une petite poche de magma bien sûr, pour avoir justement ces fluides dont je parlais avant, ces mélanges de CO2, de H2S, de SO2, d'eau à état super critique, qui sont autour des 600 degrés, pour justement extraire le maximum de chaleur et voir quelle puissance ils peuvent réussir à créer en termes d'électricité avec. Donc l'idée c'est, la chaleur remonte, on la décompresse pour passer en phase vapeur totalement, on fait tourner des turbines avec cette vapeur, les turbines produisent l'électricité qui est envoyée sur le réseau. Ok, donc ça serait une manière un peu renouvelable de créer l'énergie du coup, parce que c'est l'énergie c'est directement renouvelable. de la Terre. Oui, c'est ça, on est d'accord. Sur les pays avec des volcans actifs, la géothermie c'est l'énergie la plus renouvelable qu'ils peuvent avoir, puisque c'est en quantité inépuisable à l'échelle humaine. Pratique, donc tant qu'il y aura des volcans, on aura de la chaleur, et tant qu'il y aura de la chaleur, on aura de la géothermie. Donc c'est génial pour ce genre de pays. Par exemple, alors forcément, dans nos pays à nous, moi je parle pour la Suisse en tout cas, en France un peu différent, parce qu'il y a quand même des projets de géothermie qui existent, qui sont très intéressants, qui posent de l'électricité. Mais en Suisse par exemple, on a un contexte qui est compliqué, parce que si on va voir que 100 degrés de température, ce qui est le minimum, même 115 degrés qui est le minimum pour faire de l'électricité, on est obligé de descendre en gros 4 km, 5 km de profondeur. C'est beaucoup. L'Islande, ils vont à quelques centaines de mètres. Donc c'est pas les mêmes travaux, pas les mêmes infrastructures du coup. Nous, on n'a pas de magma, donc on n'a pas de flux de chaleur très important. Et donc, il faut aller très profond pour avoir une chaleur minimum pour faire d'électricité. Donc, actuellement, en Suisse, on ne fait pas d'électricité par géothermie. Peut-être qu'un jour, ça viendra. C'est pas le cas. En France, vous avez sous-forêt, dans le nord de l'Alsace, qui est un site expérimental qui produit de la géothermie, de l'électricité par géothermie, mais pas en permanence, ça dépend les puis en plus, c'est un projet qui est pas mal controversé aussi pour tu sais, la géothermie, un peu responsable aussi de l'activité sismique qu'il y a dans la région, c'est un peu compliqué. Oui, bon, après faut décider. Hein. Oui, bien sûr, c'est un problème pas seulement scientifique, mais aussi politique. Parce qu'on n'a plus de nucléaire, on ne peut pas utiliser le charbon parce que ça pollue trop, on ne peut pas utiliser le gaz parce que le gaz, c'est pareil, ça pollue aussi, puis le gaz, on a bien vu, hein, parce qu'on a des guerres.
On a des problèmes de gaz. Donc un jour ou l'autre, faut trouver l'électricité. Le solaire, c'est bien, mais le solaire, ça ne fonctionne pas tout le temps. C'est intermittent. Quel pays produit les plus de panneaux solaires ? C'est pas la France, c'est pas l'Europe, c'est la Chine. Donc forcément, dépendant les problèmes économiques ou les problèmes politiques, c'est un peu la même situation que le gaz. On ne sait jamais où ça peut aboutir. Ouais. Donc moi je dis, il faut essayer d'utiliser tous les moyens possibles qui sont à disposition. Et il faut accepter que, à un moment donné ou à un autre, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière sans faire de concessions. Ouais, carrément. Donc voilà. Ok, il y avait une petite question par rapport au volcanisme dans le système solaire. Quelqu'un qui parlait un peu du cas de Mars, Vénus, etc. Mars en particulier, je crois que c'est assez peu actif parce que il n'y a pas vraiment. Je ne suis pas sûr qu'il y a des plaques tectoniques sur Mars, ou alors s'il y en a, l'activité géologique. On a plus actuellement, à l'état de connaissance, ça veut dire que ça ne peut pas changer, parce qu'on découvre plein de choses sur Mars grâce aux robots qui sont sur Mars. Ils font un travail incroyable. Donc pour l'instant, à notre connaissance, il n'y a pas de phénomène de plaques tectoniques sur Mars. Est-ce qu'il y en a eu dans l'histoire de Mars ? C'est possible, mais à très 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 longtemps, ça se compte en milliards d'années d'avant. Et le plus gros volcan est sur Mars, c'est le mont Olympus. J'ai plus sa hauteur exacte, mais il est immense. À côté, l'Everest fait tout petit. Et ça, c'est parce que la gravité sur Mars est aussi beaucoup plus faible que sur Terre, puisque Mars est toute petite par rapport à la Terre. Et donc, le magma peut remonter beaucoup plus facilement, beaucoup plus haut, au fur et à mesure en s'accumulant comme ça. Et donc, ça a permis sur de très longues période géologique de construire le mont Olympus, qui est juste monstrueusement gros. Ouais, ok. On va faire un petit résumé parce qu'il est 21h, donc le gong a sonné. Vite, le temps, on doit y aller. Un quart d'heure de plus, c'est pas gênant. C'est juste que moi, tous les matins, je me lève très tôt pour le travail. Donc tu me l'avais dit, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a commencé à 19h, alors que d'habitude, les balances stations, c'est plus 20h, 20h30. Mais il n'y a aucun souci, on va conclure de toute façon, on va répéter un petit peu les messages généraux de cette soirée. C'était super intéressant, déjà merci beaucoup Guillaume. Tu nous as d'abord parlé de quelques ressources qu'on peut retrouver sur internet pour pouvoir se renseigner sur le volcanisme à travers le monde. J'en mets le Global Place Programme. Je vais remettre le lien dans le chat parce que je suis pas sûr que les modos l'aient, donc j'en remets. Ça permet une ressource anglophone, mais qui permet d'avoir une vision assez générale de ce qui se passe, avec des informations sur chacun des volcans qui existent des mises à jour régulières avec des rapports sur qui est-ce qui rentre en activité, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et puis vous pouvez toujours utiliser la traduction. La traduction que des navigateurs peuvent proposer. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis ça vous donne une traduction qui est pas parfaite, mais qui est déjà pas mal, quoi. Il y a aussi du coup dans les outils que propose le site une version Google Earth qui est super intéressante parce que c'est là où tu naviguais, où tu peux, c'est ça. Voilà, où on peut voir. En fait, vous avez Google Earth, mais en plus plein d'indications supplémentaires sur les volcans, comme ça là. J'ai pas expliqué la différence entre bleu et rouge. Mais à rigueur, je vous expliquerai une autre fois, ou alors passer le mercredi, je vais faire ma pub. Voilà, c'est ça, il y a aussi ta chaîne. Il y a tellement de choses que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler des risques réellement, malheureusement. Mais disons que ne cuisez pas votre nourriture sur une coulée de lave. Non. Voilà, parce que vous aurez les microparticules de verre, de silice qui vont se mettre, c'est un coup, vous exploser les intestins, l'estomac, etc. Les gaz toxiques qui vont s'imbiber dans la nourriture, et forcément, c'est toxique. Ne jamais aller sur une coulée de lave fraîche qui a moins de quelques années, parce que elle peut encore être chaude, elle peut encore être instable, etc. C'est des blocs, très souvent, donc vous pouvez aussi vous casser la gueule, blessé, etc. Si c'est une éruption, ne jamais vous mettre en face de l'éruption, parce que la coulée de lave, si vous arrivez dessus, pour vous enfuir, ça va être compliqué vu que le terrain est très difficile. Ce genre de choses, ne restez jamais dans les gaz, autant que faire se peut. Voilà. Ok. Et toujours respecter les consignes des autorités. Si les autorités vous disent c'est interdit, c'est que c'est interdit parce que c'est trop dangereux. Exact. Voilà. Après ça, on a parlé de science, un peu du coup de géologie. Tu nous as fait un rappel sur d'où vient le magma, finalement, d'où vient le volcanisme même avec ce matériau qui remonte à la surface. Et puis tu nous as parlé des 3 types de volcanisme qui existaient, entre celui
qui provient, on va dire, comme celle de la dorsale, celle au niveau du coup des failles, du magma qui remonte au niveau des failles. Oui, donc les 3 sources de magma principales, donc celles qui se font par ouverture, donc au niveau des rides médio-océaniques où les plaques s'ouvrent, donc ça permet au magma de remonter et d'arriver en surface ou de construire la croûte océanique. Voilà, vous en avez un deuxième qui était sur la subduction, où on a une plaque qui plonge sous une autre, qui va permettre en fait la création d'un magma dans le coin du manteau entre les deux plaques, et ce magma va remonter jusqu'en surface et faire du coup un volcan, créer un volcan local. Tous les volcans autour des Pacifiques, c'est ça typiquement. Et le troisième, c'est le point chaud. C'est le point chaud, comme Hawaï, comme on a vu aussi l'Islande, comme le piton de la fournaise, où on a une anomalie thermique dans le manteau qui fait que la roche du manteau est plus chaude qu'est-ce qu'elle devrait être par rapport au reste du manteau, et elle remonte vers la surface, elle vient sous la croûte et elle vient fondre sous la croûte, entraînant justement ce magma qui remonte pour former tous ces magnifiques îles volcaniques. Voilà, et donc après avoir présenté les différents types de volcanisme, on s'est focalisé sur le cas de l'Islande en expliquant que c'était la combinaison de deux finalement types de volcanisme, à la fois le magma qui revient de la dorsale océanique qui ressort à cause de l'espace qui est laissé justement au niveau de la faille océanique de l'océan Atlantique, et le deuxième c'est le point chaud, et à cause de ces deux phénomènes là en fait on se retrouve avec un volcanisme très intense sur l'île qui explique aussi la complexité du type de roche qu'on retrouve dans les différents lieux d'éruption. Donc voilà, on a parlé un petit peu aussi de recherche sur le terrain où tu nous expliquais comment les géologues se sont approprié le terrain qui a été où il y a eu des éruptions en 2021. Et ensuite tu nous as parlé plus spécifiquement de l'éruption de 2022 et la tendance actuelle et les prévisions qu'il pouvait y avoir, même si aujourd'hui en fait on est toujours alerte et on se demande ce qui va se passer parce qu'on peut jamais être sûr de la quantité finalement de magma qui va sortir par les failles, et donc en fait il faut rester s'il n'y a pas d'autres points de sortie qui vont se former comme c'était le cas en 2021. Voilà. Donc voilà le résumé pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à faire aussi, en tout cas, un retour dans le chat en direct. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions.